Donc, merci à tous d'être venus pour cette présentation des nouveautés de SketchUp 2025 qui est sortie il y a tout pile une semaine. Donc, Stéphane, que certains, je pense, connaissent bien, qui est notre expert SketchUp depuis 15 ans maintenant, va vous présenter ces nouveautés. Tu peux passer les slides, s'il te plaît. Et il va accessoirement passer les slides. Donc, on va faire une rapide démo, enfin une démo assez longue. Ensuite, il y aura un petit récapitulatif avec des slides et la possibilité de poser vos questions-réponses, bien sûr. C'est l'intérêt de ces démos en live aussi. Donc ça, ce sont nos têtes que vous voyez, je pense. Donc Stéphane qui s'occupe du Customer Success, qui travaille principalement avec des grands comptes, mais avec des clients de tous les jours, qui est présent à tous les salons et qui travaille régulièrement avec pas mal de clients donc, de métiers différents et qui les accompagne à bien utiliser SketchUp au quotidien. Et moi, je m'occupe de la partie vente sur la partie channel revendeur. Voilà. Donc, petite règle d'intendance. Donc, la session va être enregistrée. Ceux qui le souhaitent pourront avoir le replay. On le met pas en automatique parce qu'il y a toute la partie un peu blabla là que je fais et nos entraînements qui sont compris dedans. Donc, on recoupe le replay ensuite et on peut vous le renvoyer sans problème. Bien sûr, vos micros sont coupés, mais n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, s'il vous plaît, plutôt, normalement, vous avez un petit encart questions-réponses. C'est préférable de les centraliser là parce que pour nous, pour nous organiser, c'est plus simple. Euh, Plutôt que dans le chat. Gardez le chat pour tout ce qui est problème de son, si jamais il y a quoi que ce soit. Mais donc voilà, vous avez la possibilité de poser vos questions. On va y répondre plutôt à la fin. L'idée, c'est de vraiment dérouler la démo dans son intégralité, que Stéphane puisse tout dérouler. Et n'hésitez pas à les poser quand même au fur et à mesure. On y répondra à la fin à toutes les questions. Et on prendra le temps qu'il faudra. Donc je pense que la démo, elle dure quoi? Trois quarts d'heure, Steph, c'est ça à peu près? Moi, peut-être un peu moins, c'est que des Peut-être. nouveautés, donc forcément, c'est un peu plus compressé qu'une grosse Voilà, démo. mais en tout cas, voilà, on prendra le temps de répondre à toutes les questions qu'il y aura. Voilà, je crois que c'est tout. Tu vas pouvoir démarrer. Super. Bon, génial. Bon, bah, merci, Sophie. Merci à toi Ok, et bonne on est parti. présentation. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Donc moi, c'est Stéphane Dassouli. Je suis ravi de vous retrouver tous aujourd'hui pour donc le lancement de cette version 2025 de SketchUp. Version qui est donc sortie il y a une semaine, comme disait Sophie. Ah, j'ai Daniel qui me dit, bonjour Daniel, que le son est faible. Alors attendez, j'ai un problème. Sophie m'a dit la Ah, même chose juste avant. c'est ce que je te disais. C'était pas. Si Je je passe t'entends, sur le mais micro, si je passe sur le micro de l'ordinateur, est-ce que vous je crois que m'entendez c'est bien? mieux, moi. Ah, Pour moi, c'est mieux, je pense. ok, Moi, je trouve que c'est mieux. parfait. Bon, bah, si Karine a Ah, dit parfait, je super. pense que c'est ça qui plaît à Karine. Karine sera donc mon acolyte pour ce webinaire. Karine, s'il y a un truc ou quoi que ce soit, il faut me le dire. Super, donc moi c'est Stéphane. Donc SketchUp 2025 sorti il y a une semaine. Un très très bon accueil pour cette version depuis une semaine. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez testé ou pas, hein. Sachez pour les gens, bien sûr, que vous pouvez donc dans votre souscription dès à présent la télécharger, hein. C'est-à-dire que quand vous téléchargez SketchUp 2025, SketchUp 2024, hein, je vous le rappelle pour les gens qui ne le savent pas surtout, mais SketchUp 2024, 2023 et les versions antérieures ne sont pas effacées, hein. On garde bien sûr toujours toutes les versions installées. Donc, vous n'aurez pas de problème effectivement pour utiliser cette version-là en plus des autres qui sont installées sur votre machine. Sachant que vous pouvez avoir deux versions qui fonctionnent en parallèle euh, sans aucun problème. Donc, la démo, hop, moi je suis un homme d'action et on passe direct sur le logiciel. SketchUp 2025. Alors, il y a eu des choses qui sont très visibles, on va dire, en termes de nouveautés, des choses qui sont un petit peu moins visibles. Bah, forcément, il y a des choses que je ne vais pas forcément présenter durant cette démonstration. J'essaye de faire toujours une petite sélection sur les nouveautés. Donc, si vous voulez vraiment avoir l'intégralité des nouveautés, vous avez accès à la release note sur Internet directement. Vous avez accès au site sketchup.com si jamais vous voulez effectivement donc voir l'intégralité des nouveautés déroulées. Je rappelle aussi un truc, hein, bien sûr, vous avez une chaîne SketchUp sur YouTube, SketchUp France. Donc, SketchUp France, vous pouvez sans aucun problème retrouver une vidéo des nouveautés. Donc SketchUp France officielle sur la chaîne YouTube de SketchUp en France. Vous avez la chaîne SketchUp, qui pour le coup, elle est la chaîne SketchUp Global Monde, qui est en anglais. Où vous avez des présentations qui sont faites. Je crois qu'il y a une vidéo par Aaron, il me semble. Il y en a peut-être deux des vidéos, remarque, je ne sais plus.
Je crois qu'il y a 2 vidéos qui sont sorties. Donc, si vous voulez accéder à ces vidéos-là et que vous comprenez l'anglais, vous avez aussi tout à disposition. Néanmoins, l'idée ce matin, c'est de partager un petit moment ensemble. Voilà, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est les échanges. Donc, je vous fais les petites présentations. Je suis un peu bavard, donc si vous voyez que je traîne un peu trop, n'hésitez pas à me faire des remarques. Vous pouvez... La question spectateur anonyme, j'adore. On reviendra à la question. Je répondrai à toutes les questions. Ça, c'est super important. On a honte de rien chez SketchUp. On a peur de rien. Donc, toutes les questions que vous pouvez poser, qu'elles soient gênantes ou pas, j'y répondrai. D'accord? Ça, je vous le garantis. Donc, on va essayer de faire le déroulé de la présentation et j'essaierai de répondre aux questions à la fin. Voilà, Sophie va essayer de regarder un petit peu toutes les questions à la fin pour me faire un petit peu un listing de tout ça. Mais encore une fois, voilà, je répondrai à toutes les questions. Alors, SketchUp 2025, on commence tout de suite. La première nouveauté déjà, qui est une nouveauté en 2 parties, je dirais, c'est tout ce qui concerne la partie visuelle. Alors, vous savez que SketchUp 2024 introduisait un nouveau moteur graphique qui permet pour les gens qui ont des machines, on va dire, assez récentes, pas plus qu'elles soient super récentes, hein, pas quasiment d'un an, mais pour les gens qui ont des machines assez récentes, ça permet effectivement d'avoir des performances bien meilleures sur les gros fichiers. Donc ça, clairement, il y a effectivement un net changement avec la version 2024. On a poursuivi l'évolution de SketchUp sur la version 2025 en introduisant 2 nouveautés qui sont liées au visuel. Alors ça ne concerne pas vraiment les performances, mais ça concerne le visuel. La première, c'est l'arrivée de ce qu'on appelle les environnements. Alors vous savez que chez SketchUp, on aime bien euh, à appeler les choses un peu à notre manière. Voilà, le but de SketchUp, encore une fois, c'est la 3D pour tous, toujours. Ce qui n'empêche pas d'avoir un logiciel qui est très performant, hein. Quand on connaît les bonnes extensions et les bonnes méthodes de modélisation, on peut vraiment aller très très loin. Ça, c'est cool, mais effectivement, on essaye toujours d'appeler les choses par un peu notre style SketchUp, on va dire. Et donc, dans les palettes, sur la partie droite, j'ai eu des petits problèmes d'ordinateur juste avant. J'espère que ça va aller. On verra bien. Au pire, j'ai mon Mac qui se tient à côté, qui est prêt. Je vous le dis tout de suite. Donc, si jamais j'ai un pépin, ne déconnectez pas. Je peux switcher sur le Mac à tout moment. Donc, palette environnement. Donc, les environnements, on n'a pas appelé ça des fonds HDRI parce que c'est quelque chose que vous connaissez certainement si vous avez fait si vous utilisez des logiciels de rendu. On a intégré effectivement ce système donc d'arrière-plan à 360 degrés autour du modèle. Ce qui vous permet d'aller agrémenter le modèle effectivement avec un arrière-plan personnalisé. Donc ça, c'est super. Vous pouvez aller télécharger des fonds HDRI sur Internet, les importer dans SketchUp. Vous pouvez les générer vous-même aussi. Il y a des techniques qui existent pour ça. Il y a des appareils photo, notamment 360, qui le font très facilement. Vous pouvez effectivement donc utiliser tout ce type de technologie. Et vous pouvez donc créer vos fonds personnalisés dans SketchUp. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'effectivement, ici, vous pouvez dans la palette donc cliquer simplement et vous allez avoir donc le fond qui va changer, d'accord? Donc on a tout un tas de fonds différents. Les fonds qui sont proposés dans SketchUp, toujours pareil, quand on dit la 3D pour tous, on essaye toujours de dire attention, on va pas non plus mettre à disposition des choses qui vont clairement atomiser les gens qui ont des machines qui sont pas forcément très performantes, mais qui veulent faire quand même du SketchUp et de la 3D, parce que SketchUp est toujours fait pour fonctionner sur des machines vraiment très variées en termes de capacité technique, j'entends. Donc, ce qu'on a mis, c'est qu'on a mis des fonds, comme vous le voyez, donc en 2K. Donc, c'est des fonds qui sont forcément un peu flous sur l'arrière-plan. Sur des intérieurs, ça marche parce que comme c'est un arrière-plan qui est un peu flouté, c'est pas très grave. Sur des extérieurs, c'est vrai qu'il vaut peut-être mieux importer ses propres fonds si vous voulez vraiment avoir quelque chose de ultra convaincant. Néanmoins, avant de les importer, sachez qu'effectivement, ces fonds-là, ils sont basés donc sur des fonds, sur des technologies HDR. Donc les HDR, c'est quoi? Ça veut dire High Dynamic Range Image, HDRI. Et du coup, ça veut dire qu'en gros, chaque pixel a des informations supplémentaires par rapport à un simple JPEG, par exemple. Donc c'est une image, hein, comme un JPEG, comme un PNG, comme un TIFF, comme un TGA, peu importe le format. Sauf que le HDR, lui, il a des informations additionnelles qui vont nous permettre de récupérer ces informations-là donc dans les logiciels et de les utiliser. Notamment, il y a des informations de couleur et de luminescence par pixel. Et donc, du coup, la luminescence de chaque pixel va nous donner une information sur la possibilité d'éclairer la scène à partir de ces pixels-là. Donc, ce qui va permettre de donner des ambiances différentes à la scène. Donc, l'intérêt de cette version 2025, c'est que maintenant, vous avez donc un nouveau mode ici, dans les styles tout en haut. Alors, je vais juste vous bouger un petit peu la partie droite, on va vraiment vous isoler. Hop, la petite palette. Donc, vous voyez, ça, c'est la palette des styles hein, d'affichage. Donc, c'est une palette standard. Vous avez maintenant donc les matériaux photoréalistes pour l'affichage. Donc, quand vous basculez dans ce mode-là,
vous allez avoir effectivement le fond qui va changer et qui va éclairer vraiment donc la scène. Donc si vous allez dans la partie éditer, vous pouvez effectivement donc, vous voyez, tourner facilement en fait le fond HDR à 360 degrés pour que le fond donc donne une impression totalement différente au projet. D'accord? Vous pouvez récupérer, alors il y a des petits défauts de traduction pour la première version, ça sera corrigé, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez corriger aussi, corriger, vous pouvez récupérer la position du soleil par rapport au fond HDR. Donc ça, c'est assez sympa parce que ça va vous permettre en fait de détecter automatiquement la position du soleil sur la photo. Et donc SketchUp va positionner directement le soleil à ce niveau-là et il va vous projeter les ombres sur le modèle. D'accord? Donc projeter les ombres à partir de la photo. Alors après, vous pouvez le prendre et vous pouvez le mettre où vous voulez, hein. Si vous voulez le bouger parce que vous voyez que par exemple la détection automatique c'est mal faite et qu'effectivement SketchUp s'est trompé, c'est jouable effectivement donc de modifier ça. Vous pouvez utiliser le fond comme une skybox ou non. Donc si vous ne l'utilisez pas comme skybox, il va être utilisé que pour les réflexions, donc l'éclairage entre guillemets. Et l'environnement, lui, sera l'environnement standard de SketchUp. Vous avez la possibilité de faire l'inverse, de l'utiliser pour l'arrière-plan, mais pas pour le modèle 3D, donc pas de réflexion et pas d'éclairage. D'accord. Ensuite, vous pouvez régler donc bien sûr l'angle, ça je vous l'ai montré, et vous pouvez régler donc l'exposition de l'éclairage en gros et de l'arrière-plan. Donc l'image d'arrière-plan, vous pouvez la surexposer si vous voulez, vous pouvez la sous-exposer aussi, hein, la mettre complètement noire. Et vous pouvez effectivement donc faire la même chose avec les réflexions. Si vous trouvez que ça n'est pas assez éclairé, vous pouvez surexposer un petit peu donc au niveau de l'éclairage pour donner une ambiance à votre projet. L'intérêt, c'est que bien sûr, là, je vous ai montré qu'on peut aller sélectionner dans les fonds, donc les fonds, les HDR, les environnements standards. Mais vous pouvez effectivement donc cliquer sur le petit plus ici et vous rendre, hop, ouais, il me met pas. Voilà, ils sont là. Hop. Vous pouvez donc aller dans votre disque dur et sélectionner en fait des fonds personnalisés, donc des environnements personnalisés. Donc là, effectivement, ici, si j'en prends un, que je dis ouvrir, il va aller me le chercher. Ce fond-là, lui, vous voyez qu'il est en 8K, ce qui fait qu'effectivement, vous voyez que je vais avoir une image qui sera beaucoup plus nette, puisque c'est une image qui, en termes de résolution, est beaucoup plus importante que ne l'est une image en 2K. Donc forcément, le rendu sera meilleur effectivement. Et vous voyez que pareil, il va repositionner automatiquement donc l'éclairage en fonction du HDR que vous allez donner. Et surtout, ça va aussi jouer sur la colorimétrie. Vous voyez que le fond là, il est un peu bleu, un peu rosé. Je vais retrouver cette ambiance un petit peu sur le modèle 3D. Donc les fonds HDR, c'est les environnements, c'est vraiment super intéressant pour donner un style voilà, qui va sortir, vous voyez, du style standard qu'on peut retrouver dans SketchUp. Donc ça, c'est la première nouveauté. L'autre nouveauté concernant la visualisation, c'est l'arrivée des matériaux PBR. Alors, PBR, pour les gens qui ne connaissent pas, mais je pense qu'il y en a quand même beaucoup maintenant qui connaissent, c'est ce qu'on appelle les Physically Based Rendering Materials. Donc, Physically Based Rendering, comme son nom l'indique pour les gens qui parlent anglais, ça veut dire matériaux physiques. Alors, matériaux physiques, c'est simple. C'est en fait, en gros, pour tous les logiciels de 3D, on a trouvé une solution pour présenter des matériaux de manière réaliste sans avoir des réglages forcément trop compliqués comme on pouvait les avoir dans les logiciels de rendu il y a quelques années. Donc l'idée, c'est de travailler par map. Donc map, quand je dis map, c'est les textures, hein, sous-entend, c'est que vous avez la texture de diffuse qui est on top, c'est-à-dire que vous avez la texture qui est affichée, c'est celle qu'on voit ici à l'écran. Et en dessous, en fait, totalement masqué, pour le moteur 3D de SketchUp, on va lui envoyer en fait des textures qui vont lui permettre de simuler un peu les effets du matériau, d'accord? Et on va retrouver des réglages pour régler tout ça. Donc, je vous montre un petit peu comment c'est réglé tout ça. Donc, ce matériau-là, ici, hop, si je le sélectionne, alors vous voyez qu'on a changé les petits aperçus. Dans la fonction éditer, ici, vous allez retrouver donc hop, des petites parties en plus. Donc, vous avez l'aspect métallique, ce qu'on appelle le metalness, d'accord? Vous avez la rugosité, ce qu'on appelle le roughness. Vous avez la normale, ce qu'on appelle le normal mapping, et vous avez l'ambient occlusion, l'occlusion ambiante. Donc, à quoi ça va servir? Donc, l'aspect métallique, c'est simple. Vous êtes à zéro, c'est un matériau classique, typé plastique, j'entends. Vous êtes à 1, donc au maximum, vous êtes sur un matériau 100% métallique. D'accord? Rugosité, vous êtes à zéro, vous allez avoir zéro rugosité, donc vous allez avoir un matériau qui va être totalement plat en surface, et donc la lumière ne va pas rebondir dans le matériau, elle va toucher le matériau et elle va rebondir, ce qui fait que les réflexions vont être nettes. D'accord? Donc la rugosité contrôle la réflexion, la netteté de la réflexion.
Vous êtes à 1, vous êtes sur un matériau qui est rugueux avec des aspérités sur la surface. Et donc, ce type de matériau-là va renvoyer une réflexion floutée. D'accord? La normale, c'est donc ce qu'on appelle le normal mapping, c'est pour régler le relief en gros du matériau. Et l'occlusion ambiante, c'est pour simuler des ombres sur le matériau. Quand vous avez importé toutes ces textures, hein, vous avez des tonnes et des tonnes de matériaux PBR qui sont à disposition directement sur Internet. Quand vous importez ces types de matériaux-là, vous importez directement les textures, vous les réglez comme vous voulez, vous utilisez le dernier mode, et là, vous basculez sur ce qu'est un matériau PBR. Et vous voyez que la différence, elle est énormissime. Ça, c'est avant, ça, c'est aujourd'hui. Alors, l'idée, c'est pas de, effectivement, r- rendre SketchUp photoréaliste. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de dire, on a conscience que SketchUp, encore aujourd'hui, est le logiciel de 3D le plus utilisé au monde, hein. On est sur des millions d'utilisateurs. Sur ces millions d'utilisateurs-là, il y a beaucoup de gens effectivement qui utilisent des logiciels de rendu, mais il y a aussi beaucoup de gens qui, eux, en fait, vont utiliser SketchUp comme un outil de visualisation et qui ont besoin d'agrémenter un petit peu le projet 3D et leur visuel avec des effets un peu plus sympas. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est on intègre quelques notions comme ça un petit peu photoréalistes dans SketchUp pour permettre d'aller pousser un petit peu plus loin le visuel standard de SketchUp. D'accord? J'ai vu votre question, Pierre. Je vous encourage à le mettre dans le panneau questions-réponses. Comme ça, on la garde pour la fin et j'y répondrai à la fin. OK? Euh, Si vous avez même des remarques, hein, n'hésitez pas, parce que je vois Pierre, vous faites une autre remarque. Posez-le dans le panneau questions-réponses, pas dans le panneau discussion, ce sera plus facile pour les répertorier. Donc, le avant-après, est effectivement assez énorme en termes de différence. Et donc, ce truc-là, on va le retrouver effectivement donc, sur l'intégralité du projet. Donc, l'assemblage fond, donc les types environnement, plus les matériaux PBR. Déjà, c'est une vraie révolution pour SketchUp parce que vous allez voir qu'effectivement, vous allez pouvoir encore plus personnaliser votre style d'affichage, votre style de visualisation en SketchUp. Et ça, c'est quand même génial. Alors vous allez me dire, ouais, Stéphane, c'est génial, mais les matériaux PBR, si moi je suis pas expert et que je sais pas trop comment aller les chercher sur Internet, comment je fais? Mais en fait, vous allez pouvoir effectivement retrouver les matériaux classiques de SketchUp comme d'habitude. On les a laissés à disposition pour tout le monde, ce qui fait que pour les gens qui sont sur le moteur classique de SketchUp, l'ancien moteur graphique qui n'utilise pas les matériaux PBR, vous avez toujours accès à la même bibliothèque standard de base, comme ça c'est la même chose pour tout le monde. Maintenant, vous avez, hop, si vous regardez, un petit bouton ici, qui est juste à côté, vous voyez, lancer l'entrepôt 3D. Alors, l'entrepôt 3D, c'est 3D Warehouse, ça a été traduit. Je vous dis, il y a des tout petites coquilles, c'est normal à chaque sortie, on n'a pas eu le temps de tout vérifier forcément. Donc, entrepôt 3D, 3D Warehouse. Quand vous cliquez dessus, en fait, là, hop, il va dire, ben voilà, tu es effectivement utilisateur de SketchUp. Tu as accès à la bibliothèque, en fait, SketchUp directement. Donc, on vous met des matériaux, on mettra à l'avenir des modèles, etc. Et donc là, vous voyez que vous avez accès à une bibliothèque de matériaux PBR directement en fait dans SketchUp. Donc là, c'est génial, hein, vous allez dans Tile Collection, donc pour les tuiles par exemple, et vous avez des matériaux PBR à disposition directement. D'accord? Donc ça, c'est quand même assez cool. Ça vous permet de les télécharger, de les importer, de les mettre sur votre modèle directement. Et donc tout ça, c'est pour tous les gens donc, qui sont bien sûr abonnés. Donc vous allez pouvoir y accéder donc gratuitement, directement donc depuis 3D Warehouse. Ensuite, pour vous montrer deux, trois petits exemples encore. Tac. Donc si on regarde un peu par exemple sur un exemple d'intérieur cette fois-ci, donc on a vu un sol extérieur. Regardons un petit peu sur de l'intérieur. J'ai pas forcément modifié tous les matériaux, mais regardez juste ce que ça peut donner déjà. Vous voyez qu'au niveau, pareil, bah, du cuir des fauteuils, la différence, elle est énormissime. Même là, les petites tables ici, il va y avoir des petites réflexions qui vont apparaître. Ça agrémente vraiment le modèle quand même. Et ça, c'est quand même vraiment cool. Pareil pour le sol, si vous le regardez comme ça, vous voyez de face, bah, vous voyez qu'effectivement, on va retrouver ces petites aspérités. Ça donne vraiment du caractère au modèle SketchUp, mais en gardant le côté sketchy un peu de SketchUp. Et moi, je trouve ça génial, quoi. Et je pense que c'est pour ça qu'on a un retour qui est quand même assez sympa depuis la semaine dernière sur cette version 2025, c'est que ces deux petites nouveautés, les environnements et les matériaux PBR, c'est rien. Alors, ça a demandé quand même pas mal de développement, hein. Pour le moteur, ça a été compliqué, mais ça a été intégré. C'est pas grand-chose, mais le fait d'avoir le côté un peu esquisse sketchy de SketchUp, avec des petites notions comme ça, un peu de réflexion, de lumière, etc., ça rend le tout tellement plus sympa visuellement que vraiment, c'est super sympa de bosser avec cette version 2025. Moi, ça fait quand même un bout de temps que je bosse avec forcément parce qu'on avait les phases bêta avant et il me tardait de l'avoir sortir parce que je me disais vraiment c'est quand même un truc qui est quand même génial à l'utilisation.
de plus forcément, effectivement, devoir passer tout le temps par du rendu ultra qualitatif, photoréaliste pour juste présenter un petit modèle de temps en temps, quoi. Et donc, moi, je trouve ça quand même assez sympa en plus pour mes démonstrations. Je vais pas vous le cacher. Allez, dernier petit exemple avec, par exemple, ici, alors, je vais vous masquer la palette. Donc, avec ici, vous voyez l'échelle qui va donc dans la piscine et bah, le sol ici en bois de la piscine, autour de la piscine. Et bah, vous voyez qu'effectivement, par défaut, c'est tout plat. Donc, ça, c'est ce qu'on avait en SketchUp 2024 et ce qu'on a aujourd'hui en SketchUp 2025. Ça donne ça. Donc, bah, l'écart est énormissime. Et ça, c'est quand même vraiment cool. Donc voilà, n'hésitez pas, encore une fois, à jouer avec ce type de matériaux. Vous voyez que c'est quand même assez sympa. Et ça peut vous permettre effectivement d'aller donner un style super sympa à vos modèles 3D. Allez, on a accordé une dernière possibilité quand même aux utilisateurs. J'ai des matériaux PBR à disposition sur Internet, sur plein de sites. J'ai des matériaux PBR à disposition quand je suis effectivement abonné SketchUp, c'est gratos. On y accède par 3D Warehouse, on a accès à une bibliothèque de centaines et de centaines de matériaux directement dans SketchUp. C'est génial, mais des fois on travaille avec des textures personnalisées. On n'est pas tous infographistes, hein. C'est vrai que moi c'est ma formation de métier, donc je travaille avec des matériaux, créer des matériaux, ça fait partie, on va dire, de ma vie, et j'adore le faire. Mais des fois il y a quand même des trucs qui sont possibles aujourd'hui dans le monde actuel, des technologies qui sortent qui sont quand même assez cool. Et puis ben, il y a un truc qu'on appelle l'intelligence artificielle. Alors vous savez que nous, chez SketchUp, ce qu'on aime bien faire, c'est que l'intelligence artificielle, on aime bien l'utiliser pour des trucs un peu sexy. Donc on s'est dit, et c'est fait par des Français, hein, Cocorico, soyons fiers de ça quand même. Donc cette partie intelligence artificielle dans SketchUp, c'est géré en partie par des Français qui font partie de l'équipe SketchUp. Et donc là, des fois, vous allez dire, je vais faire fichier importer, puis bah, je vais aller importer, tac, je vais aller importer une texture. Donc je l'importe en tant que texture, je dis importation, je la place, ok, j'ai une texture. Et mince. Vous voyez que c'est une texture qui n'est pas répétitive parce qu'effectivement, les carreaux, ils font pas tous la même taille. C'est un échantillon qui a été pris sur, en l'occurrence celui-là, sur un site assez connu de bricolage. Et moi, je voulais avoir bah, ma forme géométrique basique, quoi. Et pas, effectivement, bah, ces petits losanges-là qui viennent casser un peu la répétition et qui sont pas comme je le voulais, quoi. Donc là, forcément, c'est une photo à la base qui a été prise, c'est pas une texture. Même si elle a été redressée, c'est cool, bah non, en fait, elle n'est pas vraiment répétitive. En plus, j'ai pas d'effet particulier, vous voyez, au niveau de la réflexion, au niveau du relief, etc. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a essayé de vous mettre pour les débutants et ceux qui veulent pas se casser la tête, une techno d'intelligence artificielle qui va vous générer le matériau PBR à partir de votre texture directement. Donc, pour ça, alors ça marche pas à tous les coups. Attention. Je tiens à bien le préciser et je suis quelqu'un de sincère. Donc, je dis quand il y a des choses qui fonctionnent et des choses qui fonctionnent des fois bien et des fois pas bien. Donc ouais, les matières, bah c'est cool, mais c'est basé sur l'intelligence artificielle, donc c'est une intelligence qui va bien sûr évoluer, qui est de plus en plus intelligente, hein, c'est le cas de le dire. Donc on est en train de faire travailler notre algorithme pour qu'effectivement, bah, là depuis la sortie, avec les matériaux qui sont générés, etc., ça fonctionne de mieux en mieux. Donc on va voir si ça va fonctionner. Donc l'idée c'est effectivement de prendre ici le pot de peinture, j'appuie sur Alt, je vais sélectionner effectivement mon matériau ici. Donc si je vais dans la fonctionnalité, vous voyez qu'effectivement j'ai rien, hein, c'est coché, mais j'ai pas de map qui a été utilisé. J'ai un réglage standard qui, ça, est disponible dans les préférences. Pour tous les matériaux des anciens modèles SketchUp, les textures, il va vous appliquer automatiquement un aspect métallique et une rugosité par défaut. Vous pouvez le régler comme vous le voulez. D'accord? Sauf que là, maintenant, vous voyez qu'à part côté du petit aperçu, là, j'ai effectivement un petit bouton. Donc, si je clique dessus, j'attends, ça va relativement vite quand même pour ce que c'est censé faire. Donc, ça va prendre effectivement la texture, ça va l'envoyer sur les serveurs chez SketchUp. Ça va. Alors, on stocke rien, encore une fois, attention. Tout ce qui est sur intelligence artificielle, il n'y a aucun stockage chez nous. C'est envoyé sur le serveur, pas de stockage, et c'est renvoyé chez vous. D'accord? L'idée, c'est que nous, on n'ait pas un stockage qui grossisse, 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 sinon on ne pourra jamais le gérer. Et voilà, il va essayer de vous générer ça. Alors, vous voyez qu'il a changé un peu l'échelle du matériau, mais vous voyez que là, bah, il a compris qu'effectivement, j'allais avoir un motif, et donc il a essayé de me rendre le motif répétitif. Et bien ça, c'est quand même super cool, quoi. Ça marche pas sur tous les matériaux. Des fois, ça marchera pas la première fois, vous allez faire la deuxième fois et pam, ça va fonctionner. C'est pas ultra magique tout le temps, mais je dirais que bien dans au moins 75% des cas, donc 3 fois sur 4, ça marche du tonnerre. Et franchement, ça pareil, qu'est-ce que c'est appréciable quoi, de gagner du temps avec ce genre de choses. Et c'est en ça que, vous voyez, nous, c'est comme ça qu'on voit l'intelligence artificielle, c'est ce côté, elle est là pour nous aider, quoi. C'est-à-dire que quelque chose qui peut être, on va le dire, hein, on va pas se mentir, on est entre nous aujourd'hui, vous êtes quand même nombreux.
pour quelque chose qui est des fois un peu chiant à faire. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir un éditeur d'image, il faut aller mettre sa texture dedans, il faut la rendre répétitive. Il va falloir générer les matériaux derrière, générer des normal maps, des choses comme ça. Il y a des outils qui existent pour faire ça un petit peu automatiquement. Bon, oui, certes, mais il faut jongler un peu entre les outils et c'est pas forcément tout le temps facile. Là, au moins, on essaye de vous mettre une techno qui fait ça directement à votre place et vous ne prenez plus la tête. Donc ça, c'est vraiment génial. Je vous encourage à le tester. Plus vous le testez, c'est pas forcément pour avoir des retours pour nous, pour l'équipe SketchUp, mais bah, les gars qui sont en train de développer ça, eux, ça leur permet d'être sûr que au niveau machine learning, au niveau bah, de l'intelligence artificielle, elle va apprendre en fait à chaque fois des retours et des générations qui sont faites. Donc plus vous générez de matériaux avec cette techno-là, bah, plus lui, il va apprendre et il va effectivement petit à petit bah, corriger ses erreurs. Mais bon, vous voyez que voilà, c'est quand même assez bluffant. Ça marche plutôt pas mal, mais pas dans tous les cas, encore une fois. Alors, ensuite, il y a un autre truc qui est dans l'écosystème SketchUp depuis quelques temps maintenant, c'est ce qu'on appelle Trimble Connect. Alors, je sais que j'essaye de marteler un petit peu ça partout. Dans votre souscription SketchUp, vous avez une souscription Trimble Connect en version business qui vous donne accès donc, à un cloud, un espace cloud Trimble. C'est basé en toute transparence sur des serveurs Amazon, donc c'est ultra robuste, ultra fiable. Je crois depuis sur les 3 dernières années où on a vraiment bossé sur l'intégration de Trimble Connect, on a pu peut-être avoir une journée où il y a eu des soucis au niveau des accès serveurs, mais sinon c'est vraiment ultra fiable. Donc ça c'est vraiment génial. Et donc, vous avez accès à ça directement dans SketchUp, mais c'est pas simplement un cloud de stockage, c'est un cloud collaboratif. Donc, vous pouvez collaborer, vous pouvez intégrer dans Trimble Connect des fichiers IFC, du SketchUp, du DWG avec un éditeur DWG directement sur Trimble Connect. Trimble Connect, c'est un site web, hein. Vous tapez connect.trimble.com et vous tombez directement dessus et vous vous connectez avec votre Trimble ID et vous verrez qu'il va trouver votre souscription SketchUp, donc il va vous donner accès à Trimble Connect entièrement. Trimble Connect, c'est génial. Donc, si je vous montre rapidement. Trimble Connect, lancer Trimble Connect, comme ça je vais vous le montrer directement, s'il veut bien. Non, ma connexion Internet ce matin, elle est pas... Ça a l'air d'aller. Donc là, il va me charger mes projets. Et donc, dans ces projets-là, j'ai tout un tas de choses. Donc, si je vous montre par exemple un projet que j'ai créé avec des collègues, c'est un projet, un projet BIM collaboratif qu'on a créé avec l'écosystème des logiciels Trimble. Vous voyez qu'on a tout fait directement, en fait, directement dans Trimble Connect. Donc, on a la partie archi avec SketchUp. J'ai la partie bureau d'études, donc toute la partie MEP avec les logiciels Nova et StabiCAD. StabiCAD étant un outil qui est intégré à Revit, hein. Donc encore une fois, l'avantage aussi de SketchUp Studio et de Trimble Connect, c'est que vous pouvez intégrer des fichiers Revit directement depuis Trimble Connect dans SketchUp. Vous avez toute la partie structure donc, qui a été générée par Tekla. Et donc tout ça, ça nous permet effectivement d'avoir des maquettes qui sont toutes jointes les unes les autres. On peut les matcher les unes avec les autres sans aucun problème dans SketchUp. Donc avec le format IFC, le format SketchUp, le RVT, etc. Vous pouvez créer autant de dossiers, de sous-dossiers que vous voulez, faire votre hiérarchie. Vous avez une notion d'équipe. Donc là, vous allez voir tous mes collègues, etc. Et donc, vous allez effectivement pouvoir, donc, comme ça, retrouver tout le monde. Vous avez une partie activité pour savoir qui a fait quoi, qui a téléchargé quoi. Donc, vous voyez que moi, j'avais fait un test sur un nuage de points. Et on peut avoir des notions de nodes, de BCF, etc. Donc, c'est un outil vraiment collaboratif complet. D'accord? En termes de limite de stockage, bah, quand vous êtes utilisateur SketchUp, vous n'avez pas de limite de stockage. Vous pouvez stocker des téraoctets si vous voulez sans aucun problème. Donc, c'est vraiment super pratique. Et donc ça, vous le retrouvez directement. Hop, je vais laisser en mode diaporama. Vous le retrouvez directement donc, dans SketchUp. Donc là, c'est simple, vous avez un menu fichier Trimble Connect. Et vous pouvez donc ouvrir un fichier depuis Trimble Connect, enregistrer sur Trimble Connect vos fichiers. Si vous l'enregistrez sur Trimble Connect, vous verrez qu'ici, tout en haut à droite, vous voyez, vous avez ici la possibilité de partager votre lien, hein. Comme vous le voyez depuis la 2024, c'est présent ça. Donc vous pouvez partager un lien de votre modèle 3D pour qu'une personne qui n'a pas accès à SketchUp puisse le visualiser directement gratuitement. Donc via Trimble Connect. Et il est sauvegardé sur Trimble Connect ici, donc là, vous voyez que moi, c'est une petite page parce qu'il est sauvegardé en local. Sur mes démonstrations, je travaille toujours en local, mais je peux le sauvegarder à tout moment sur Trimble Connect. Dans ce cas-là, ça sera un petit nuage. L'avantage de Trimble Connect par rapport à la sauvegarde en local aussi, elle est double. La première, c'est que quand vous sauvegardez, il y a un instant T en fait qui s'arrête, tac, c'est le fichier, il est comme ça à cet instant-là, et je l'envoie sur le serveur.
pendant que je l'envoie sur le serveur, ici, j'aurai un petit cercle qui va tourner autour du nuage. Je peux continuer à travailler dans SketchUp. Donc ça déjà, un inconvénient qu'il y a dans SketchUp quand vous êtes en local, c'est que quand vous sauvegardez, ben, vous attendez. Quand vous êtes sur Trimble Connect, c'est pas le cas. Il envoie directement avec la connexion Internet. Vous pouvez continuer à travailler pendant ce temps-là sans aucun souci. Donc vous pouvez faire autant de sauvegardes que vous voulez. La sauvegarde automatique est prise en compte pour Trimble Connect aussi, attention. Donc c'est super pratique. Vous pouvez faire des sauvegardes toutes les minutes si vous voulez. L'autre énorme avantage, c'est que Trimble Connect, il fonctionne avec ce qu'on appelle du versionning. Donc si je retourne, je vais peut-être vous remontrer quand même, tac. Si je retourne dans le navigateur ici sur la partie SketchUp et que je prends par exemple celui-là, vous voyez là par exemple, donc ça c'est le fichier archi que moi j'ai géré pour le projet. J'ai 46 versions de ce fichier-là. Et je peux retélécharger n'importe quelle version. Tout est sur le serveur. D'accord? C'est pas un seul fichier qui fait 400 mégas, c'est 46 fichiers. Ok. Et donc, à chaque fois que je fais CTRL S et que je sauvegarde sur Trimble Connect, j'ai une nouvelle version en fait qui est uploadée à chaque fois. Et je peux revenir à n'importe quelle étape. Donc, vous ne perdez jamais rien. Ça, franchement, rien que cet argument-là, pour moi, sur Trimble Connect, il est imparable. C'est un truc, depuis que j'ai appris à bosser avec, je m'en sers tout le temps en fait. C'est ultra pratique. Donc l'intégration de Trimble Connect est beaucoup plus poussée, d'accord? Vous pouvez effectivement maintenant importer directement dans SketchUp des IFC, des WG, du Revit depuis Trimble Connect. Et c'est ultra pratique effectivement pour sauvegarder. On va avoir un écosystème Trimble Connect qui est tellement plus poussé que vous avez aussi maintenant l'apparition de cette possibilité de Trimble Connect dans la fonction recharger. Alors pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que la fonction recharger, sur la version 2025 maintenant, vous pouvez effectivement dire clic droit, recharger, et vous pouvez recharger donc votre fichier. Recharger, ça veut dire qu'en fait, c'est une traduction littérale depuis l'anglais parce que ça s'appelle reload. L'idée, c'est de remplacer, en fait, d'intervertir le composant sélectionné avec un composant qui se trouve soit sur votre disque dur, soit sur 3D Warehouse, soit sur Trimble Connect. D'accord? Et donc la vraie nouveauté, c'est que maintenant, avant, on pouvait juste recharger, maintenant vous pouvez le faire directement depuis Trimble Connect et vous pouvez dire, hop, oui, je veux bien recharger effectivement donc depuis Trimble Connect. Je vais prendre par exemple ce fauteuil-là que j'ai mis moi sur mon projet, vous voyez, SketchUp 2025 démo sur Trimble Connect et je vais dire recharger. Et donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va télécharger directement donc le modèle 3D et il va intervertir dans mon fichier tous les fauteuils brun par un fauteuil gris qui était sur Trimble Connect. D'accord? Et vous pouvez faire ça donc très facilement depuis n'importe quel composant. Ce qui fait que vous pouvez avoir une bibliothèque personnalisée de fichiers SketchUp sur Trimble Connect et vous pouvez recharger comme ça à la volée depuis votre iPad, depuis votre Mac, depuis votre PC sans aucun problème sur n'importe quelle version de SketchUp. Donc c'est extrêmement pratique. L'autre avantage de Trimble Connect aussi, hein, ça je ne l'ai pas précisé d'ailleurs, mais c'est la facilité des échanges entre systèmes. C'est vrai que moi, bah, quand je vous disais que j'avais mon Mac, au cas où qui était prêt, vous voyez, j'ai mon Mac là. Et Mac avec la démo SketchUp. Voilà, vous voyez, hop, on me voit. Ok, donc j'ai mon Mac, ben, pareil. Si ma démo SketchUp ici, elle est enregistrée sur Trimble Connect, je peux l'ouvrir directement depuis mon Mac sans aucun problème. J'ai juste à faire fichier Trimble Connect, ouvrir. Et sur mon iPad, je peux faire la même chose. Fichier Trimble Connect, ouvrir. J'ai pas besoin de transférer des fichiers ou quoi que ce soit en fait. Tout est stocké directement nativement. Donc ça, c'est quand même super pratique. Je branche le Mac au cas où. Hop. Ok, ensuite, autre possibilité, c'est qu'on vous permet de recharger, maintenant on vous permet de construire votre bibliothèque. Et pour construire votre bibliothèque, on a fait une fonction qu'on appelle la fonction save out, donc sauvegarder. Clic droit, sauvegarder vers Trimble Connect. Et vous pouvez prendre n'importe quel objet dans SketchUp, clic droit, sauvegarder vers, et il va vous enregistrer un fichier SketchUp de cet objet-là directement dans Trimble Connect dans votre projet. Ok. Donc pour construire des bibliothèques aussi directement déportées sur Trimble Connect et accessibles depuis n'importe quel device où il y a SketchUp, c'est extrêmement pratique. Alors tout ça c'est bien beau, je vous ai parlé des environnements, je vous ai parlé des PBR, je vous ai parlé de Trimble Connect. Vous voyez qu'effectivement des environnements, j'en ai ici dans mon modèle là, en cliquant sur la petite maison, j'en ai déjà utilisé plusieurs. Les matériaux, j'en ai un bon paquet aussi je pense. Là je n'ai pas vérifié, je ne les ai pas comptés, mais vous voyez tout ce que j'ai. J'en ai un paquet. Alors c'est génial, mais bah, Steph, il vous dit depuis des années, moi je le dis toujours, c'est attention, purgez vos fichiers. Et c'est vrai qu'on s'est dit, on y a réfléchi cette année, on s'est dit, mais il y a un truc tout bête, c'est que on passe notre temps et notre vie à leur dire de purger les fichiers aux utilisateurs, mais les utilisateurs qui connaissent pas cette fonction-là, ils ne peuvent pas le deviner en fait. Alors je vous montre, hein, effectivement, pour ceux qui connaissent pas, vous allez dans Fenêtre, Info sur le modèle, la palette s'ouvre forcément en bas de mon écran. Tac, elle est ici. Voilà, donc ça c'est la petite palette, hein, je vous remontre. Hop,
fenêtre, info sur le modèle. OK? Elle apparaît ici. Et là, dans la partie statistique, vous voyez qu'effectivement, ici, alors j'ai un fichier qui fait un peu plus de 10 millions de polygones, ce qui est pas mal. J'ai quand même plus de 2000 composants, plus de 1400 groupes, j'ai pas mal d'entités qui sont classifiées, etc. J'ai 391 matières. Et vous avez un bouton qui s'appelle Purger les éléments inutilisés. À chaque fois que vous utilisez quelque chose dans SketchUp, si vous sauvegardez votre fichier SketchUp, tout ce que vous avez testé dans votre fichier SketchUp est sauvegardé avec. Ce qui veut dire que, par exemple, ça c'est l'exemple que je donne tout le temps pour que les gens comprennent bien, vous modélisez un cube dans SketchUp et vous le sauvegardez. D'accord? Vous sauvegardez un fichier SketchUp avec un cube, mais rien d'autre. Il y a juste un cube, pas de texture, rien du tout. Votre fichier, ça se trouve, il va peser, allez, 10 kilooctets, 1 kilooctet, j'en sais rien. Ça va être super léger, vraiment très léger. Sur votre cube, vous dites, tiens, je vais importer une texture de brique. Vous mettez une texture de brique. C'est une texture que vous avez trouvée sur un site qui fait des PBR, etc. Vous l'avez téléchargée en 8K, haute fidélité, haute qualité, tout est génial. Vous l'intégrez dedans, vous la trouvez magnifique, votre texture de brique. Vous sauvegardez votre fichier. Votre texture de brique, elle faisait 50 mégas. Ben, votre fichier fait 50 mégas. Vous dites, non, finalement, je l'aime pas cette brique-là, je vais la changer. Vous mettez une couleur à la place. Une couleur, il n'y a pas de texture. Vous sauvegardez votre fichier. Votre fichier il fait toujours 50 mégas. Parce qu'en fait, vous n'avez pas purgé le fichier. Donc la texture de brique que vous avez changée et qui n'est plus là, eh ben, en fait, elle est toujours sauvegardée en interne dans le fichier. Et elle est toujours à disposition quoi qu'il arrive. C'est la même chose pour les composants. Vous téléchargez un composant, vous le mettez et finalement vous dites non, ce fauteuil-là, je l'aime pas, je le supprime. Il reste en fait dans le fichier. Donc ce qu'on s'est dit, c'est que maintenant, si vous faites fichier enregistré et qu'il détecte en fait qu'il y a des choses à purger, il vous le demande. Il vous dit est-ce que vous voulez purger les éléments inutilisés. Comme ça, au moins c'est clair. Il n'y a plus besoin de passer par un menu ou quoi que ce soit. À chaque fois que vous faites enregistrer, il va vous le demander. Alors vous pouvez lui dire de ne plus le demander. Ça, c'est faisable. Comme ça, si vous mettez oui, bah, à chaque fois, hop, il purgera tout le temps. Et vous avez la possibilité, pour les gens qui sont experts dans les préférences de l'application, dans la partie générale. Voilà, hop, dans la partie enregistrement général, vous voyez, demandez la purge de tous les enregistrements. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous faites un enregistrement, il va vous demander si vous voulez purger. Ça, vous pouvez le décocher si vous voulez aussi. Voilà, vous n'êtes pas obligé de le laisser. Ok. Donc voilà, il y a vraiment trois possibilités. Vous laissez le message, ou vous ne l'affichez pas, ou vous laissez vous n'affichez pas le message, mais vous répondez oui, par exemple, en disant ne plus me demander. Dans ce cas-là, il va purger tout le temps. Ou si vous mettez non, il va plus jamais vous le demander non plus, et il va jamais purger. Voilà, donc ça, c'est un petit truc qu'on a rajouté aussi. Dans les petits trucs qu'on a rajouté aussi, euh, on s'est rendu compte que le travail par les calques, j'appelle ça les calques, honte à moi, ça s'appelle les étiquettes dans la version 2005, parce on a fait un petit sondage auprès de certains utilisateurs, un peu à travers le monde, et tout le monde nous a dit, mais vous appelez ça des tags, et dans certains pays, effectivement, le nom, il n'est pas adapté, quoi. En anglais, ça marche, tags. En français, bah, avant, on appelait ça balise, et balise, c'était quand même, on va pas se mentir, quand même pas super sexy. Donc, étiquette, il y a plein d'utilisateurs français qui nous ont dit appelez ça étiquette, donc on a décidé de basculer ça en mode étiquette. Voilà, donc c'est les étiquettes. Pour nous, c'est les calques, hein. Donc les calques étiquettes, vous pouvez effectivement donc les retrouver ici. Quand vous importez des choses, souvent vous avez plein de jeux de calques, etc. Vous importez un fichier IFC par exemple, un fichier IFC il va avoir ses propres jeux de calques, un fichier Revit pareil. Euh, Souvent le problème qu'il y a, c'est que si vous avez déjà des scènes qui sont créées et que vous voulez voir ou pas voir certains calques sur une scène, il fallait décocher, dire clic droit et mettre à jour. Pour chaque scène, il fallait faire ça. Parce que quand vous changiez de scène, il réaffichait les calques de base. Parce que les calques étaient affichés partout en standard. À chaque fois que vous importez un fichier, il affichait partout. D'accord? Donc là, par exemple, je vous montre la différence entre cette scène-là, où effectivement j'ai les arbres ici, et cette scène-là où je les ai pas. Euh, Bah du coup, si je regarde celle-là, ils y sont. Et intégration, non. Celle-là, ils y sont. Celle-là, ils y sont. Celle-là, ils y sont. Bon, je peux prendre par exemple plusieurs scènes où ils y sont pas. Je peux cocher là, ici, d'accord? Donc je vais dire, ce jeu de calque-là, en fait, hein, je vais tout simplement l'activer. Et dans les scènes ici, je vais dire tout simplement clic droit et mettre à jour, appliquer des étiquettes à la scène, pardon. Ce qui fait que je peux en sélectionner plusieurs. Donc maintenant, vous pouvez régler vos calques, d'accord? Vous sélectionnez vos scènes, clic droit, appliquer des étiquettes aux scènes. Et dans ces cas-là, il va appliquer automatiquement, en fait, directement ici, le jeu de calque que vous avez réglé
Au scène. Alors, comme j'ai les vignettes qui sont ouvertes et que j'ai laissé la fonction générer, je vais le laisser générer les vignettes. Et ce qui fait que maintenant, dans la partie environnement, vous voyez que j'ai les arbres qui sont apparents alors qu'ils ne l'étaient pas auparavant. D'accord? Donc, vous pouvez maintenant appliquer des calques ultra rapidement à une sélection de scènes. Et ça change la vie quand on travaille avec des imports de fichiers et quand on est vraiment sur une phase d'interopérabilité. Des petits changements encore. Par exemple, on va avoir notamment la notion de rotation. Ça, c'est génial. C'est un truc tout bête. SketchUp, c'est connu beaucoup dans le monde de l'archi d'intérieur notamment parce qu'effectivement, on est capable de faire de l'aménagement assez facilement. Il est connu pour ça. On va pas se mentir, c'est le leader du marché sur la partie déco, etc. Parce que c'est sexy de travailler avec SketchUp. Mais il y a un truc qui manquait, c'était pour bouger rapidement un objet, donc le faire bouger, le faire tourner sur son axe. Il fallait éventuellement que le centre de rotation soit bien positionné. Des fois, on avait effectivement les punaises comme ça, mais on dépend effectivement de la boîte englobante. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on vous a mis en fait un centre de rotation, ce qui fait que quand vous prenez l'outil de rotation, il va détecter automatiquement les centres de rotation par rapport à la boîte englobante. Il va se mettre par rapport à cette boîte englobante-là. Donc là, il va détecter le plan de la boîte englobante, ce qui fait que je peux tourner par rapport à ce plan-là, même si je ne suis pas aligné par rapport aux axes, hein. Vous voyez que là, effectivement, l'objet n'est pas aligné par rapport aux axes. Et ben, il va quand même me permettre de le tourner, etc. Donc, sur sa boîte englobante directement. Et ça, c'est super pratique à l'utilisation pour positionner des échelles, des objets dans une scène, tourner des chaises par rapport à leur centre de rotation, etc. C'est ultra efficace. Ça aussi, une fois qu'on a commencé à utiliser ça, on a du mal à s'en passer. Euh, Autre nouveauté de ce type-là, on a aussi l'apparition des textes dynamiques sur les étiquettes. Alors, si je mets une petite étiquette comme ça, hop, vous voyez que là, effectivement, il m'indique que la surface ici, je l'ai mise sur la face, donc il me dit que la surface fait 2 mètres carrés. Si je prends, par exemple, tiens, hop, l'outil ici de mise à l'échelle, vous voyez ce qui se passe? Il met à jour automatiquement l'étiquette. Donc ça, c'est une petite nouveauté qui a l'air de rien, mais on va vous mettre à jour automatiquement les étiquettes en fonction des modifications que vous allez faire en fait dans l'espace 3D. Et ça, c'est super pratique aussi. Toujours pareil. La cohérence entre la modélisation et la documentation, présentation de son modèle. Autre chose encore, tac. Encore un petit ajout aussi tout bête. Et ça, alors ça pour le coup, j'ai milité depuis quelques temps quand même, je vous le dis. Donc, je considère que je suis en partie responsable de cette nouveauté-là. On va dessiner ici un prolongement du plan de travail. OK? Tac. Donc je le fais de manière ultra simple. Sauf que là, ici c'est droit. Moi, je voudrais un arrondi ici. Vous connaissez tous l'arc de cercle. D'accord? Vous faites un arc de cercle, vous dessinez, et voilà. Maintenant, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous afficher l'arc de cercle en fonction de celui que vous aviez préparé. Et donc, du coup, comme il est préaffiché, vous savez où il va se positionner. Donc, si vous faites un double clic, hop, il le répète automatiquement. Et ça, c'est incroyable. Ça aussi, ça permet de gagner beaucoup de temps. Donc, c'est génial. Et effectivement, ça permet de simplifier la vie de l'utilisateur. SketchUp, ça a toujours été ça, hein. C'est des petites choses toutes bêtes comme ça, mais qu'on ne retrouve pas sur les autres logiciels. Et c'est ce qui marque la différence de SketchUp, qui certes n'est pas un logiciel parfait. Il n'y a aucun logiciel parfait, on en a bien conscience. Mais c'est un logiciel qui est sexy et qui donne envie de travailler avec grâce à ces petits ajouts-là. Une autre nouveauté. Alors, une des peut-être les plus importantes, et j'ai vu qu'il y avait une question et je reviendrai dessus, la question de Pierre. Euh, on a développé une nouvelle fonctionnalité qui est disponible sous forme d'extension. Alors ça, c'est volontaire. C'est pas natif dans l'application parce que ça nous permet de maintenir cette extension-là sur toutes les versions de SketchUp qui sortiront et pas dans le code de SketchUp directement. On a développé une extension pour vous permettre de basculer vos extensions d'une version de SketchUp à une autre. Donc, vous lancez SketchUp 2025, vous allez dans l'extension Warehouse, hop, et vous allez trouver ou pas. Est-ce qu'on l'a mis en... On l'a même pas mis en Home, on t'a mis. Non, vraiment, on l'a pas mis. C'est pas grave. Hop. Comment on l'a appelé? Tiens, d'ailleurs. On va taper la recherche comme ça pour voir. Ah, bah voilà. Extension migratoire. Donc, vous voyez SketchUp Team, hein. Donc là, pour l'instant, on n'a que 4243 téléchargements, c'est pas énorme. Donc vous allez taper extension Migrata, ok, et vous allez pouvoir donc l'installer. Donc c'est fait par nous, hein, pas un développeur obscur ou quoi que ce soit, c'est vraiment l'équipe SketchUp. Ok. L'idée c'est d'avoir ici une petite extension qui va apparaître dans le menu extension, donc migrer les extensions. Alors vous voyez que moi j'en ai déjà beaucoup.
Parce qu'en fait, tout simplement, elle va vous permettre de vous afficher ici toutes les versions de SketchUp intérieures que vous aviez. Donc, j'en ai un petit paquet, forcément. Et donc, vous allez dire suivant. Et il va détecter les extensions qui sont dedans, qui ne sont pas dans la version 2025. Et il va vous proposer de les installer. À vous de les décocher ou pas, pour les retrouver donc par la suite directement donc, dans SketchUp si vous en avez besoin. Il y a quelques extensions qui peuvent être pratiques. Vous les cochez et vous dites migrer. Et il va migrer les extensions directement. D'accord? Donc ça, c'est super pratique. Et ça fonctionne vraiment super bien pour le coup. Pour moi, j'ai testé à la fois sur mon Mac et sur mon PC. J'ai migré des extensions depuis la version 2022 maximum. Je suis pas allé plus loin pour être tout à fait honnête. Mais j'ai fait 2022, 2023, 2024. Et j'ai pu récupérer, donc, vous voyez, toutes mes extensions directement ici. Donc ça, c'est super pratique, effectivement. Et ça vous permet donc de récupérer vos extensions et de ne plus avoir à faire du copier-coller qui était déconseillé auparavant. Ok. Donc ça, pour moi, c'est je vais pas dire que c'est la nouveauté majeure, mais bon, c'est une nouveauté que j'apprécie particulièrement parce que c'est vrai que ça facilite beaucoup le travail, notamment pour mon cas, pour mes utilisateurs à moi. Ça m'évite de recevoir une pelletée de mails à chaque sortie de version en me disant mais comment je fais pour transférer mes extensions? Donc là maintenant, voilà, il n'y a plus trop besoin de se poser la question. Vous faites un transfert directement. Ah, ensuite, parlons un petit peu interopérabilité. Interopérabilité, donc parlons par exemple ici IFC, donc fichier importé. On va aller chercher un fichier IFC, on va prendre celui-là, hop, on va dire importation. Alors, le fichier IFC a été aussi repensé dans la version 2025. Donc, vous allez maintenant pouvoir récupérer euh, les modèles IFC donc classifiés de manière beaucoup plus poussée et plus précise qu'auparavant. Ok, on ne se cache pas que on est capable d'intégrer SketchUp dans un process BIM, hein, c'est pas un souci. Pour rien vous cacher d'ailleurs, on est en train de pousser vraiment le concept assez loin. Et il y a des choses en prévision qui vont arriver qui sont assez sympas pour le marché du BIM avec SketchUp. Mais déjà dans un premier temps, on voulait voilà, essayer de régler au mieux, enfin régler, de récupérer au mieux les data IFC en fait quand ils viennent d'un autre logiciel vers SketchUp. Et donc là, la classification est déjà beaucoup mieux respectée. Autre chose aussi, et ça, je vais attendre que le fichier s'affiche, la structure même du fichier respecte la structure du fichier IFC. Ce qui fait que si maintenant je regarde ici dans la palette structure, hop, je vais sélectionner celui-là. Voilà, donc ça c'est l'IFC que j'ai importé. Ici, tout ça, ça respecte scrupuleusement donc tout ce qui a été réglé dans le format IFC. Donc c'est vraiment l'IFC tel qu'il a été prévu. Autre chose, si je double-clique pour atteindre jusque par exemple, j'en sélectionne un au hasard, hop, peut-être ça c'est une porte. Allez, composant dynamique, hop, option de composant, voilà. Pareil, ici, tout ça, ça respecte beaucoup mieux tout ce qui a été prévu dans le format IFC. Donc, vous voyez que là, par exemple, ça, c'est un IFC qui vient depuis Archicad. On le sait maintenant. On est capable de le spécifier. Vous avez tous les property sets qui ont été importés. D'accord? Tout est là. Et ça, c'est quand même ultra pratique. D'accord? Donc, vraiment, le transfert d'un fichier IFC vers SketchUp 2025 aujourd'hui est beaucoup plus poussé encore. Et j'ai envie de dire, c'est que le début. Il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver, mais vraiment là aujourd'hui, maintenant, on a un vrai respect du format IFC, à la fois en import et en export. Et vous allez pouvoir réexporter votre fichier IFC donc en ne perdant aucune donnée. D'accord? Alors, pour les gens qui veulent parler IFC, c'est pas vraiment le sujet de la présentation ici, mais sachez qu'il y a une extension qui s'appelle IFC Manager qui vous permet de rentrer des métadonnées dans votre fichier IFC SketchUp avec tous les presets qui sont fournis par Building Smart International. Donc vous pouvez effectivement tout simplement créer un fichier IFC depuis SketchUp nativement sans aucun problème. J'ai mis une petite partie interopérabilité USDZ aussi, juste pour vous montrer de quoi je voulais parler. Alors j'ai redémarré mon ordinateur juste avant, donc forcément j'ai perdu ça. Je vais vous montrer juste pareil. Je ne vais pas vous l'afficher directement, si je vais carrément... Alors, je vais vous chercher deux petits visuels pour vous montrer que vous pouvez importer de l'USD. Je ne vais pas vous faire l'import parce que bon, ça ne sert à rien de vous faire un import d'USD, mais bon. Donc l'USD, c'est un format qui est de plus en plus courant sur le marché de la 3D parce que c'est un nouveau format pour décrire les scènes 3D qui permet d'importer des scènes complexes beaucoup plus facilement et simplement dans les logiciels de 3D.
La description des scènes est mieux structurée. Donc c'est un format qui est intéressant, qui risque de faire pas mal de bruit dans les années à venir. Retenez bien ce format-là, le format USDZ, USD en l'occurrence. Donc l'intérêt dans la version 2025, c'est que ce format-là, vous pouvez effectivement maintenant le récupérer. Alors, j'ai ouvert les deux ou pas? Oui, normalement, j'ai ouvert les deux. Il est là. Vous pouvez le récupérer en récupérant donc toute la notion de PBR aussi et d'environnement. Donc le format USDZ s'importe nativement aujourd'hui en respectant donc toute la guidelines de structure des matériaux et de l'environnement du format USD. Donc vous pouvez récupérer directement des fichiers d'Internet sur des sites très connus dont je tairai le nom, mais qui vous permettent de récupérer les fichiers 3D au format USD et donc de récupérer directement les settings de matériaux dans SketchUp 2025 par le format USD. Et donc ça veut dire plus besoin de régler quoi que ce soit. Donc par exemple les véhicules, vous aurez déjà les matières dessus avec les réflexions, etc. Ok, et je sais qu'il y a une question qui est liée à ça, je suis sûr qu'elle va sortir, et j'en reparlerai juste après. Mais voilà, sachez qu'en tout cas, le format USD vous permet d'importer tout ça. Euh, un petit aparté sur SketchUp Studio rapidement pour finir cette présentation. Il est quelle heure? 11h52. On est bien Tintin, super. Du coup, SketchUp Studio, vous avez Trimble Scan Essentials dedans. Sachez que pour la sortie de la 2025, on a mis à jour effectivement cette interface-là. Donc quand vous allez lancer Trimble Scan Essentials, quand vous allez lancer SketchUp 2025, vous aurez un message qui vous dira Trimble Scan Essentials bénéficie d'une mise à jour. Souhaitez-vous le mettre à jour? Oui. Si vous mettez oui, on a redesigné l'interface complètement pour respecter les guidelines de l'interface de SketchUp 2025. Donc c'est dans le même style, etc. Donc ça, c'est une bonne chose. Hop. On a aussi bien sûr une compatibilité à la sortie native avec V-Ray. Donc vous avez dès à présent pour les gens qui bénéficient du Pack Studio ou des gens qui ont une licence V-Ray, la possibilité d'installer V-Ray pour SketchUp 2025. Pour les gens qui sont sur les autres logiciels de rendu, comme d'habitude, on fournit l'API et tout ce qu'il faut pour développer les extensions et les mettre à jour avant la sortie de SketchUp 2025. Donc contrairement à ce que j'ai vu sur certains posts sur les réseaux sociaux, ce n'est pas SketchUp 2025 qui n'est pas compatible avec Enscape, c'est Enscape qui n'est pas compatible avec SketchUp 2025, d'accord? Il ne faut pas mettre les choses dans le sens inverse. Nous, on sort un autre logiciel, c'est aux développeurs d'extensions de mettre à jour leurs extensions. Néanmoins, n'ayez pas peur, ça va arriver rapidement. Donc on a demandé aux gens de chez Enscape, à l'équipe Enscape, ça va arriver très vite. Et vous allez bientôt pouvoir installer Enscape. Pareil pour les autres logiciels de rendu, hein, que ce soit du D5, du Lumion, etc. Euh, tout sera à jour assez rapidement, je pense. D'accord? Donc voilà, il y a toujours un petit delta d'1 à 2 semaines en général, le temps que tout le monde se mette à la page. Euh, mais ça vient assez rapidement. Avec, encore une fois, n'oubliez pas la possibilité de travailler sur SketchUp 2025, d'enregistrer son fichier, de l'ouvrir dans la 2024 et de faire la partie rendue dans la 2024 le temps que votre logiciel de rendu soit mis à jour, hein. Il n'y a pas de perte de données en passant de la 2025 à la 2024, à part effectivement la notion de PBR qui ne sera pas là. Mais je veux dire, en tant que tel, le fichier, si vous voulez juste le faire transiter vers un logiciel de rendu, vous pouvez le faire dans la version 2024. Ma foi, j'en ai terminé. Donc, juste un petit récap. Je vous fais un petit récap et puis après, on passera aux questions-réponses. Donc, la partie visualisation, super importante. Donc, l'ajout des environnements. Voilà, je vous fais un récap avec des petits GIFs animés, hein. C'est vraiment histoire de passer 2, 3 petites minutes tranquillement pour terminer tranquillement et reposer sa tête. Donc, l'environnement, la gestion donc, des matériaux PBR avec donc, le nouveau style d'affichage qui vient d'arriver. Et donc, vous voyez qu'effectivement, ça réagit à la lumière. Donc, pareil pour les matériaux d'intérieur. Vous avez à disposition donc une bibliothèque, je vous rappelle, avec le petit bouton 3D Warehouse dans la palette des matières directement au matériau PBR SketchUp. Vous pouvez utiliser l'outil d'intelligence artificielle pour créer des matériaux PBR si vous le souhaitez. SketchUp va essayer tout seul donc de générer le PBR derrière tout seul, hein, vous voyez. Voilà, vous voyez, le résultat, je ne vous ai pas menti, hein, le résultat que j'ai mis sur le GIF animé est différent de celui que je vous ai fait en live. Donc l'outil a encore progressé, effectivement. Là, vous voyez que les joints étaient peut-être un petit peu plus gros sur celui-là. L'intégration de Trimble Connect pour une collaboration vraiment intégrée à vos projets. Donc, vous avez Trimble Connect qui est complètement intégré, à la fois avec la notion de recharger, la notion de sauvegarder. Vous avez des améliorations diverses comme donc le transfert des extensions d'une ancienne version vers la nouvelle, l'interopérabilité IFC qui a été vraiment retravaillée,
la notion de format USDZ aussi qui est bien mieux respectée dans cette version 2025. La purge lors de la sauvegarde. Vous avez aussi donc la possibilité d'appliquer des étiquettes aux scènes. Vous allez avoir les textes dynamiques dans cette version-là. Vous allez avoir l'outil de rotation qui a été mis à jour avec les centres de rotation. Vous avez donc la nouvelle interface ici de Scan Essentials, hein. Et on termine donc par layout. Alors, j'ai pas fait de présentation layout, je vais pas vous mentir. Pour moi, c'est un avis qui n'est pas forcément partagé par tout le monde, mais pour moi, il n'y a pas de révolution dans le layout. Il y a quand même un truc qui est super cool, c'est que tous les outils de déplacement, de rotation, de mise à l'échelle, etc., les outils standards que vous aviez dans layout sont calqués sur l'utilisation de SketchUp. C'est-à-dire que maintenant, quand vous passez de SketchUp à layout, l'utilisation de ces outils-là est strictement identique. Donc, vous avez la notion de copier-coller, la notion de duplication, de tampon, etc. Quand vous prenez l'outil déplacement, que vous appuyez sur CTRL, ça va activer la copie. Si vous appuyez sur CTRL, ça va activer le mode tampon et vous pouvez dupliquer comme ça à la volée en cliquant. Tout ça, c'est vraiment tiré et calqué sur l'utilisation de SketchUp. Il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est, alors vous avez le support des environnements et des PBR. C'est le dernier que j'ai mis ici, c'est l'impression et l'export des pages via l'inspecteur de pages. Donc vous pouvez maintenant faire une documentation complète et exporter avec une sélection directement depuis l'inspecteur de pages votre sélection par exemple au format PDF. Ça, c'est super pratique. Il y a des notions de fusion, effectivement, aussi, et tout ça. Il y a le zoom étendu qui est arrivé aussi et le zoom fenêtre maintenant. Enfin, le zoom étendu était déjà là, mais il y a le zoom fenêtre maintenant. Vous pouvez faire un zoom avec une fenêtre, un rectangle de zoom. Donc ça, c'est pas mal. Euh, il n'y a pas pour le moment de révolution sur cette version 2025 en termes de performance. Je sais que j'ai pas regardé les questions, mais je suis sûr qu'il y en a une question sur les yachts comme ça. Bah si, il y en avait une tout à l'heure au début d'ailleurs du webinaire. Euh, Il n'y a pas de révolution au niveau des performances. Vous pouvez toujours switcher. Alors, il y a eu du travail quand même sur le moteur expérimental, qui est dans les préférences de layout. Dans les préférences de layout, vous pouvez, dans la partie performance, effectivement, basculer sur le moteur expérimental, qui est un moteur qui fonctionne différemment du moteur classique de layout. On a des trucs dans les tuyaux et une piste pour le futur, peut-être pas mal. Je peux pas en dire plus, mais en tout cas, voilà, on a des idées pour layout, sachez-le. C'est pas une solution qu'on laisse de côté ou quoi que ce soit. Cet update-là, il est plus sur un update d'utilisation que sur un update de performance. Néanmoins, il y a des updates intermédiaires qui arrivent durant l'année et il y a des choses qui sont en cours de développement, qui ne sortent pas forcément à chaque version, mais qui sont en cours de développement pour le futur. Sophie, tu veux peut-être faire un petit commentaire sur Bimois? Oui, rapidement. Merci Stéphane pour la présentation, comme d'habitude, très bien. Je voulais simplement faire un petit rappel pour ceux qui ont l'occasion de venir à BIMworld à Paris. On aura un stand, donc on y sera Stéphane, moi, Francesca, donc une autre CSM française. Donc on sera là le 2 et 3 avril sur le stand C41. Donc ceux qui veulent, vous pouvez donc scanner le QR code pour avoir et rentrer le code DT60 pour avoir une invitation gratuite. Et on aura aussi une conférence, donc on fait des petits posts, si vous suivez Stéphane, vous le verrez certainement, mais on fait des posts régulièrement pour informer sur LinkedIn notamment de ça. D'ailleurs, j'en profite aussi pour parler du groupe Facebook, de la chaîne YouTube SketchUp France officielle, sur lequel vous avez pas mal de contenu que nous administrons tous les trois aussi. Euh, voilà, et puis c'est tout. Donc on sera ces 2 jours-là sur le stand si vous voulez avoir des démos personnalisées sur SketchUp. Ce sera possible. Voilà. Et enfin, sur les questions-réponses. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont redondantes. Stéphane, ça te va si je te les lis? Je regroupe Allez, un peu. ça Allez. marche, on fait comme ça. Donc, on a eu beaucoup de questions mais tu y as répondu sur les extensions. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi sur la partie extension, non, pardon, je me mélange. Je voulais dire sur la partie euh, compatibilité avec les plugins. Chaque année, la question est la même, hein. C'est SketchUp sort sa version et les développeurs d'extension ajoutent au fur et à mesure leur compatibilité, enfin se rendent compatibles avec SketchUp. Ça prend plus ou moins de temps, mais c'est pas dépendant de SketchUp. Et on a toujours, quand on a un abonnement, la possibilité de rester en 2024 ou en 2023. Donc si jamais votre extension n'est pas compatible, vous pouvez continuer à rester en 2024 et ne pas tout de suite vous mettre en 2025. C'est aussi une solution. On a eu aussi beaucoup de questions sur le fait de pouvoir exporter les textures PBR vers des outils de rendu.
Beaucoup de gens Ah, ont reposé la question. Donc on a cité Vera et Enscape, mais la réponse est la même pour tous, je suppose. alors, Donc je te laisse. ouais, ouais, j'essaie d'être assez transparent. Il y a des choses qu'on peut révéler, des choses qu'on ne peut pas révéler. Mais pour vous donner un exemple, sachez que Vera, il y a déjà un prototype qui permet de récupérer les PBR réglés dans SketchUp pour que le setting se fasse automatiquement dans Vera. Donc il n'y aura pas besoin de faire un double travail. Les matériaux Vera seront déjà prêts, comme ils ont été setés dans SketchUp, pour la partie PBR. Ça arrivera prochainement. D'ailleurs, c'est pas un secret pour Enscape parce qu'ils l'ont marqué sur leur forum. C'est une communication officielle hein, de leur part, de leurs équipes. Donc vous pourrez retrouver prochainement. C'est une API qui est libre. Tout le monde peut y accéder. Tout le monde peut effectivement utiliser cette partie-là du code pour effectivement développer et utiliser cette partie SketchUp. Donc oui, ça arrivera probablement pour quasiment tous les outils majeurs de l'écosystème du rendu, que ce soit VRA, Enscape, Lumion, Twinmotion, D5, peu importe lesquels. Mais à terme, oui, je pense que tout le monde utilisera cette partie PBR de SketchUp 2025. Après, sur la partie HDRI, pour les environnements, il y a quelqu'un qui demande si la luminosité induite par l'image HDRI est retranscrite dans Véret. Non, pareil. Aujourd'hui, les environnements ne sont pas récupérés par les outils de rendu. Ok. Ensuite, il y a quelqu'un qui demande si la compatibilité avec Revit LT est-elle possible? Je Alors, pense que ouais. je vois pas de contre-indication. Moi, je dirais que oui. Oui, c'est les formats de fichiers, hein, de toute façon, c'est Ouais, toujours. alors pour lire du fichier Revit, il faut passer par SketchUp Studio, ça c'est sûr et certain. C'est que le paquet Studio qui pourra vous permettre d'importer du Revit. Après, à partir du moment où vous pouvez exporter un format, on va dire, de 3D courant, que ce soit des formats un peu basés données comme l'IFC ou du format type FBX 3ds, DWG 3D, etc., c'est des formats qui sont ouvrables dans SketchUp pour la plupart. Sur les matériaux, il y a une question de Yannick qui demande si, une fois le matériau édité par l'IA, peut-on retravailler, ajuster les différents réglages? Alors, oui, on peut régler les. Alors, je vais vous montrer rapidement. Vous pouvez effectivement ici dans la partie palette, tac, on va la docker. Alors, palette matière éditée, là effectivement tout ça je peux le régler, d'accord? Je peux effectivement changer tout ça. Vous voyez qu'il va le changer sur l'aperçu ici, il va le changer dans le modèle. Alors là c'est le rendu vérin, mais vous pouvez changer tout ça. Vous pouvez même effectivement ici éditer les textures qu'il a gérées et vous pouvez les remplacer si vous le souhaitez. Donc tout est éditable sans aucun problème. Ok, il y a quelqu'un qui dit aussi, donc c'est Pierre qui dit quand il importe des fichiers FBX de Google Maps, il a des centaines de textures liées. Il serait bien d'avoir des groupes de textures comme dans les balises calques. Des groupes ouais, c'est intéressant. Des groupes de textures. Ouais. Alors c'est vrai que c'est une bonne remarque, Pierre. C'est un sujet que j'ai étudié par le passé, notamment quand je travaillais sur Arclantis ou Twinmotion. J'y avais réfléchi. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, la structure des matériaux telle qu'elle est présentée dans les logiciels, c'est toujours de manière brute. C'est-à-dire qu'effectivement, vous sélectionnez un matériau, vous travaillez sur le matériau, mais on n'a pas de structure de travail sur des groupes de matériaux où on pourrait effectivement mettre des matériaux dans des boîtes pour dire bah, ça, c'est une partie de mon projet, ça, c'est une autre partie. On va classifier les matériaux, effectivement. C'est une bonne idée, c'est quelque chose que j'ai abordé dans le passé, que je pourrais éventuellement aborder peut-être avec l'équipe SketchUp. C'est une idée. Bonne idée. Ok. Après, on a eu quelques questions par rapport à l'extension Migrator. Il y a Corentin qui demande si les extensions avec abonnement restent-elles connectées ou faut-il se déconnecter de 2024 puis se reconnecter en 2025? Alors, j'ai eu les deux. J'ai eu les deux, pour rien vous le cacher. J'ai eu des extensions où j'ai transféré et ça fonctionnait. Par exemple, les packs de Fredo 6 que j'ai achetés personnellement, qui ne sont même pas achetés par Trimble, je les ai payés de ma poche parce que j'estime qu'il mérite son argent. J'ai acheté un pack de Fredo 6, le bundle standard. Quand je l'ai transféré depuis la 2024 à la 2025, il ne m'a pas demandé d'autorisation, quoi que ce soit, il a fonctionné directement. Ce n'était pas le cas pour d'autres extensions qui passent par un système de licensing sur des types de serveurs peut-être qui sont légèrement différents. Je ne sais pas comment ça marche de leur côté licensing, mais en tout cas, sur Scheme, par exemple, il m'a demandé effectivement de me reconnecter.
pour pouvoir valider tout ça. Et Profile Builder, pareil, sachant que c'est le même éditeur, c'est Mindsight Studio. Mais c'est dépendant des applications, je dirais, des extensions. Voilà. Ok. Et toujours sur la partie Migrator, il y a Pierre qui te dit qu'il est impossible de récupérer les plugins de la version 2023. Rien n'est récupéré avec Migrator ni en copiant-collant tous les plugins depuis. Et puis là, tu as un chemin de fichier Ouais, c'est SketchUp le truc de. Ouais. 2023. J'imagine que c'est le chemin des extensions. Attends, je Ouais, regarde. c'est ça. Donc, Ok, ouais. est-ce Alors, que c'est. Ouais, vas-y. ça peut être une notion de droit sur le dossier qui aurait peut-être changé. Après, je peux pas dire avec certitude, Pierre. Tout ce que je peux dire, c'est la meilleure solution quand vous avez un problème de ce type-là, c'est de faire un ticket au support technique. Vous allez sur le site SketchUp, contactez l'assistant SketchUp, vous faites un Je vais ticket, vous c'est en mettre le lien français. dans le chat. Ouais. Et Je vais vous mettre le lien. même si vous n'avez pas une réponse, alors les temps de réponse actuels sont autour des 5 heures, je crois, Ouais, c'est ça. il me semble. C'est ça. Euh, c'est mis à jour chaque semaine. On a toujours les temps de réponse qui sont mis à jour quand on fait notre réunion SketchUp. Voilà. Ils essayent de résoudre les problématiques de temps de réponse. Bien sûr, vous avez du support technique en français, hein, sans aucun problème. Euh, Ce Alors, genre de ouais, cas-là, il est répertorié. C'est ça qui est intéressant, c'est que s'ils n'ont pas forcément la réponse, au moins le cas, il est répertorié. D'accord? Ça, il suffit pas d'envoyer un mail à une personne, à Sophie ou à moi, pour avoir une réponse ou à votre vendeur. Des fois, vous allez avoir une aide, mais quand c'est des sujets pointus comme ça, où on voit qu'effectivement, il peut y avoir un bug, sachant qu'en plus, moi, Pierre, pour le coup, pour être tout à fait transparent, comme je vous l'ai dit, je l'ai importé depuis la 2023, notamment sur mon Mac et sur mon PC, et j'ai importé mes plugins, j'ai pas eu de problème. Alors, ça peut arriver, hein, je dis pas que ça n'arrive pas. Je dis juste que dans ce cas-là, effectivement, c'est pas mal de passer par le support technique pour au moins formaliser les choses. et oui, très bien. Ok. Ensuite, il y a quelqu'un qui demande la souris 3D connexion semble pas fonctionner sur SketchUp 2025. Est-ce que c'est normal? T'as eu ce type de retour, toi? Alors, non, je n'utilise plus de 3D connexion. Ah, Bon, j'en ai une, hein, je crois. J'en ai une qui doit traîner dans mon bureau, je sais pas où elle est, mais je suis sûr d'en avoir une. Ah bah si, elle est là. Donc, je vous montre, hein, on m'en parle. J'avais une souris 3D connexion, mais je l'utilise plus, pour être tout à fait honnête. J'ai appris à m'en passer. Avant, j'aimais bien, j'ai eu une phase où je trouvais ça cool. Maintenant, je mais trouve pas ça de un peu problème, plus hein. sketchy. Avec le temps, je sais qu'Aaron, lui, par exemple, pour faire ses vidéos, il adore ça. C'est vrai que ça fait un mouvement plus fluide pour faire des présentations, c'est assez cool. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Alors, ça peut peut-être être dépendant aussi du modèle 3D Connexion que vous utilisez. Ça aussi, c'est à prendre en compte. Il y a peut-être certains modèles qui sont mis à jour, d'autres non. Je ne sais pas. Pour être tout à fait honnête, je n'ai pas la réponse. Euh, Ensuite, toujours sur la partie compatibilité, on a une question sur le Mac, et ça, c'est des choses qui reviennent souvent sur les iOS. Donc, on a Audrey qui demande si SketchUp 2025 est compatible avec la dernière version iOS de Mac. Ils avaient un problème entre SketchUp 2024 et l'iOS, et ils ont dû retourner Alors, sur Ventura 13.6. Donc ça, c'est un vrai sujet. Je te laisse prendre le alors, temps. c'est pas iOS, c'est macOS. iOS, c'est la partie Je portable lis tel de. quel, hein. Non, 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 mais Pardon. je ne critique pas. Je préfère faire une clarification. Il y a deux choses indépendantes. C'est vraiment iOS, c'est les systèmes iPhone. Vous avez iPadOS pour les iPads. Donc là, déjà, SketchUp sur iPad a été mis à jour en version 7. D'accord? Et SketchUp iPad intègre les PBR et les environnements aussi. Ça, c'est une première chose. Ensuite, sur la partie macOS, pour le coup, sur macOS, on est compatible effectivement avec les derniers systèmes. Donc, pour l'avoir testé moi, la 2024, officiellement, on n'était pas compatible. D'accord? Officieusement, en interne chez nous, on disait dans l'équipe SketchUp que ça marchait très bien. Donc là, moi, j'ai jamais eu de souci particulier. Là, en l'occurrence, moi, sur mon Mac, je suis en Sequoia 15.3.1 et ça fonctionne du feu de Dieu sur la 2025, quoi. Aucun souci. Après, il y a un autre truc à prendre en compte. Attention, les systèmes, c'est à SketchUp d'être compatible avec les systèmes, mais il y a certaines mises à jour de systèmes qui empêchent d'avoir une compatibilité sûre à 100% avec tout l'écosystème, avec tout le parc d'ordinateurs qu'il y a. Ce qui fait que des fois aussi, on ne met pas à jour une version pour le dernier système tout de suite. C'est tout simplement parce que si on fait ça, on se coupe d'une partie du parc utilisateur. Et donc, on ne le fait pas. SketchUp 2025 sort là, effectivement, fin février. Il y aura traditionnellement
en juin les premières bêtas des macOS qui vont sortir, moi je vous dis d'office, si vous basculez sur des bêtas ou même sur la release candidate qui sera en fin d'année, qui sortira certainement en septembre-octobre comme c'est le cas souvent, ou courant de l'été, pour le dernier système macOS, bah, le système macOS sort après SketchUp 2025. Donc il faut attendre une mise à jour de SketchUp 2025 pour qu'il soit compatible avec ce système-là. Tant que nous, on vous dit pas, go, vous pouvez y aller, bah, n'y allez pas. D'accord? Pour 4-5 nouveautés sur macOS, ça vaut pas le coup de se couper de son outil de travail. Voilà. C'est mon avis à moi. Après, la plupart du temps, ça se passe relativement bien, ça dépend de la machine. Moi, je suis sur un MacBook Pro pour rien cacher M2 Max. C'est un très bon MacBook Pro. Bon, c'est pas le dernier, mais il marche très bien. Et je travaillais avec la 2024 sur Sequoia et j'ai jamais eu de soucis, à part sur un petit bug sur la palette des textures, la palette des matières. Mais sinon, à part ça, j'avais 100% de SketchUp 2024 qui était fonctionnel dessus. J'ai jamais eu de pépin. Mais encore une fois, ça dépend de votre matériel aussi. Euh, il y a des questions aussi de configuration minimum requise pour la carte graphique. Ça, c'est important aussi, ces notions de config. Alors, il y a deux choses. Il y a le côté qu'est-ce que vous faites avec SketchUp et il y a le côté ce que nous on préconise effectivement pour l'utilisation des PBR et des environnements. Euh, c'est pas extrêmement lourd la gestion des PBR. Ça va alourdir les fichiers sur le disque dur. Oui, le poids de fichier va forcément grossir parce que vous rajoutez des textures derrière, même si elles sont pas affichées nativement, hein. C'est des textures qui sont masquées qui servent à faire des effets sur le matériau, mais elles sont imbriquées dans le fichier. Donc ça, oui, ça alourdit les fichiers. Mais sinon, le modèle en tant que tel sera pas forcément beaucoup moins performant. Pour les gens qui avaient une bonne utilisation de SketchUp 2024, la version 2025 ne change pas grandement. Si vous voulez maintenant mes préconisations à moi, on va dire minimales, pour utiliser SketchUp 2025 dans des bonnes conditions, sur Mac, c'est des processeurs GPU, donc des systèmes intégrés qui sont minimum en version Pro. Quand vous achetez un M4, n'achetez pas un M4 classique, achetez un M4 Pro ou un M4 Max, d'accord? Minimum. Le M4 Max étant le mieux, bien sûr. Sur PC, c'est un petit peu plus délicat. Sur PC, si vous voulez aujourd'hui avoir des performances correctes, SketchUp n'est pas un monstre en termes de logiciel 3D, donc vous pouvez vraiment facilement utiliser quasiment n'importe quelle configuration. Moi, je vous conseille toujours. Après, je sais qu'il y a des gens qui vont dire ouais, Stéphane, t'abuses. Mais je vous conseille toujours de partir sur des cartes graphiques type Nvidia. C'est pas une question d'être sectaire ou quoi que ce soit. C'est une question qu'aujourd'hui, quand on parle de technologie 3D, bah, AMD, les cartes AMD, elles sont à la ramasse. Voilà, et j'adore les cartes AMD pour faire du jeu vidéo, c'est pas un souci, hein. Mais par contre, pour les technologies 3D pures, toutes les technologies 3D que vous allez retrouver qui vont être futuristes, etc., qui vont arriver dans les logiciels de rendu, c'est toujours du NVIDIA RTX. Donc, minimum des cartes de RTX de chez Nvidia avec, voilà, pour les gens qui n'ont pas trop de budget, vous pouvez trouver des postes aujourd'hui avec des RTX 4060, notamment, pour pas citer une marque, Lenovo. Ils ont des ordinateurs portables qui sont très performants dans leur game gamer avec des RTX 4060 qui sont à 1 200 euros. Pour moi, ça, c'est hors concours. On parle de logiciels qui sont très bien refroidis, de logiciels de matériel qui est très bien refroidi, avec une carte graphique qui est suffisante pour faire de la 3D, on va dire raisonnablement, et qui utilise les dernières technologies de chez Nvidia. Franchement, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Si vous avez le budget pour, bah, go pour une RTX 5090 à 5000 euros, mais le poste, hein, mais là, sachant que la carte toute seule vaut 3000 euros, mais vous n'aurez pas un bénéfice d'un SketchUp qui sera énormissime. Ça aussi, je suis honnête avec vous. Une carte récente dans la gamme RTX de chez Nvidia, ça suffit amplement. Après, le processeur, tout ça, bien sûr, ça doit être en adéquation avec l'utilisation de la carte. Donc, un processeur, un i7 ou un Ryzen 7, c'est très bien. Un Ryzen 5 pour les gens qui ont moins de moyens, c'est très bien aussi. Un i5, c'est très bien aussi. En quantité de RAM, moi, je conseillerais aujourd'hui minimum 32 Go de RAM. Et voilà, ça vous donne un petit peu voilà, un ordre d'idée de tout ce qu'il faut avoir aujourd'hui comme type de configuration, on va dire, correcte pour utiliser des logiciels de 3D. Je parle même pas que de SketchUp, je préfère prévoir le fait que la personne qui va utiliser SketchUp va utiliser un autre logiciel derrière de rendu notamment. Et dans ces cas-là, il vaut mieux avoir quand même un PC qui a un minimum costaud, qui a un minimum les épaules solides pour pouvoir supporter la phase de rendu, quoi. Donc carte graphique, voilà, carte Nvidia RTX et vous êtes bien.
Après, pour répondre, alors on va essayer de faire, parce qu'il est déjà midi et quart, il y a pas mal de questions. Alors d'utilisation, ça on viendra à la fin peut-être, mais il y a la question de notre d'un anonyme. La première question qui est importante, je pense, par rapport à layout. Essaie de pas trop prendre de temps là-dessus. Je te C'est connais, voilà, la sur fameuse layout. Layout est-il toujours aussi lent? Donc voilà. layout a bien progressé avec le moteur expérimental. Après, je dirais Joker parce que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai fait un petit aparté sur layout. Je sais, Oui, on j'ai vu, mais sait. C'est pas je sais, c'est on sait. On sait tous que layout, il a ses limites quand on utilise des gros fichiers avec des modèles 3D qui sont complexes, etc. Le moteur expérimental est censé, avec le mode draft, répondre un peu à cette problématique. On a d'autres sujets en cours en interne qui nous permettent de réfléchir à un avenir différent. Voilà. Bref, on est en train d'étudier la question. Mais layout, c'est pas un outil abandonné par l'équipe SketchUp. Ça, il faut bien le comprendre. Pas du il y tout. a- du coup, il y a Daniel qui demande s'il y a des tutos de layout en français. Est-ce que tu... Alors, il y a eu beaucoup de questions. Il y a eu des questions aussi sur la partie tuto en général. Je sais pas si toi, t'as des... Il y a beaucoup de contenu sur Internet. Je sais pas si sur les layout, il y a des choses que tu recommandes. Alors, il y a plusieurs choses. C'est une bonne question, Daniel. Moi, je dirais que aujourd'hui, dans le monde du contenu, il y a principalement trois chaînes SketchUp. Il y a la chaîne officielle SketchUp sur YouTube, où il y a énormément de contenu didactique. Très bien. La deuxième, c'est SketchUp Essentials, qui est géré par Justin, qui est un mec adorable en plus, vraiment, enfin, vraiment un mec super et qui a vraiment le cœur ouvert, le cœur sur la main et qui donne beaucoup de son temps pour les utilisateurs SketchUp. Donc c'est vraiment une très bonne chaîne. Et après, il y a mon coup de cœur à moi qui s'appelle Tutorials Up. Et Tutorials Up, c'est très orienté modélisation extension. Le problème de ces trois chaînes, c'est que c'est de l'anglais. Donc on est en train d'étudier des possibilités d'utiliser par exemple des outils d'IA pour traduire automatiquement les vidéos en anglais et faire un voice-over en français. Ça, c'est la première solution qu'on trouve. Mais du contenu en français pur, il faudra vous tourner vers les chaînes 3D sur YouTube qui sont liées à SketchUp, de l'écosystème SketchUp, mais qui ne sont pas forcément officielles SketchUp. Un peu comme la chaîne SketchUp Essential, c'est Tutorials Up. Je pense à Sylvain, créateur 3D. Je pense, voilà, les vidéos de Fred Lamy, les vidéos de Sébastien. Il y a, enfin, c'est pas si c'est comme le CSA, il faut citer à chaque fois trois trucs, trois marques différentes, tu vois. Je sais pas, mais c'est vrai qu'il y en a tellement. Après, il y a ceux Il y a qu'on... des BO Ouais. aussi. Il y a plein de chaînes comme ça qui sont très bien pour trouver du contenu. Après, du contenu officiel Trimble SketchUp, et ouais, c'est ça la SketchUp, question plutôt. ça va arriver. Ça va arriver. Ok. Du coup, il y a Geneviève qui pose pas mal de questions d'utilisation, je dirais. On va essayer d'y répondre rapidement. Est-ce qu'on Ouais, perd quand des c'est données? l'utilisation, on peut pas non plus trop répondre, hein. Ouais, c'est pour ça que je les ai pas priorisées. C'est quoi la question? Euh, alors, continuons peut-être sur Dominique, une question intéressante. À quand la possibilité d'ouvrir plusieurs modèles sur un même SketchUp? Plusieurs modèles sur un même SketchUp. Je suis pas sûre. Ouais. Alors, je veux pas comprendre. Alors, Dominique, si vous êtes toujours là, on veut bien des précisions. Euh, ok. Sinon, mais si Geneviève elle a des questions d'utilisation et que c'est relativement simple et que je peux l'aiguiller, on regarde On vite fait, va, hein. ouais, mais je regardais surtout les autres qui peuvent intéresser un peu tout le monde. Alors, je regarde. C'est pas une formation en ligne, hein, donc c'est vrai qu'on répond, on essaie de répondre à. Allez, j'en prends une. Alors, regarde, il y a comment nommer les groupes, les classer, les masquer, les réapparaître. Alors, pour tous les groupes, vous passez par la structure ici. D'accord? Quand vous créez un groupe, tac, tac. Quand vous créez un groupe, vous voyez, il est là. Ok. Et après, vous pouvez rentrer dans le groupe et vous pouvez le retrouver comme ça dans la structure. Pour le nommer, en fait, il n'y a pas de nommage en fait, du groupe à proprement parler, parce que enfin, vous pouvez nommer l'instance du groupe ici, mais le groupe, c'est un groupe, c'est pas un composant. D'accord? C'est pas une entité avec des datas. C'est pour ça que je conseille toujours, moi, dans SketchUp, de travailler au maximum par composant. Je le fais pas, hein, vous voyez, j'ai plein de groupes. Mais il faut le mieux, dans le meilleur des mondes, de toute façon, si on parle d'interopérabilité dans le futur, qui va se répandre de plus en plus avec le format IFC, l'USD, etc., il faut travailler par composant et nommer vos composants. Et quand vous avez besoin effectivement de rendre un composant unique, c'est clic droit, rendre unique, et il est unique. Ça sera un simple mur ou un simple objet, peu importe, mais c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Ok. En tout cas, pour tout gérer, les classer, les masquer, etc., c'est dans la palette structure.
Sur layout, ça c'est des choses aussi que les gens connaissent pas forcément. Il y a Jean Fabrice qui a posé une question qui dit qu'il n'aimerait pouvoir n'utiliser que SketchUp et layout pour ses projets. Est-ce qu'il y aura une amélioration pour sortir des quantitatifs matériaux? Pardon. Les quantitatifs matériaux, alors si on parle des surfaces, vous pouvez déjà en fait prendre un matériau, clic droit, pas clic droit, si clic droit, sélectionner tous avec le même matériel. Et en fait, partout où il y aura le matériau, il va vous le sélectionner. Et du coup, ici, vous aurez la surface en mètres carrés. J'ai fait des démonstrations, notamment pour mes utilisateurs, moi de mon côté, où je présentais un peu comment on faisait du quantitatif linéaire, quantitatif sur du métré type effectivement des surfaces, et quantitatif aussi le nombre d'objets et des objets pour de l'aménagement, etc. En fait, c'est faisable avec SketchUp. C'est juste on passe par, effectivement, dans certains cas comme les matériaux, je dois l'avouer, on passe par un petit moyen détourné pour obtenir son résultat. Ce qui peut être assez chiant, mais en tout cas, c'est faisable. Après, oui, pareil, ça, la gestion du quantitatif, ça vient avec tout ce qui est interopérabilité. C'est prévu aussi de développer cette partie-là. Mais il y a déjà beaucoup de choses qui sont faisables. Alors, je te laisse peut-être voir les autres questions, celles que tu veux prioriser ou pas. Il y en a qui sont hors contexte que j'arrive plus à resituer, du coup. Et puis, j'ai reçu pas mal de questions par mail. J'y répondrai en incluant Stéphane si nécessaire. On répondra à toutes les questions qu'on a reçues par mail, hein. Et on vous fera parvenir le replay du webinaire. J'ai eu plusieurs fois la question aussi, sans problème. Voilà. Peut-on symboliser avec l'outil coupe les hachures de matériaux pour représenter une vue en plan ou coupe d'architecture d'intérieur? Alors, si on parle de SketchUp, il faut utiliser une extension qui s'appelle Scalp pour ça. Euh, si effectivement vous voulez faire des hachures, il n'y a que Scalp qui vous le proposera. Enfin, je dis que Scalp, il y a peut-être une autre extension qui existe pour ça, hein. Je suis un menteur, j'en sais rien. Mais en tout cas, Scalp, c'est connu pour ça. Si vous voulez juste une couleur, SketchUp est déjà capable aujourd'hui de combler en fait une coupe, l'intérieur d'une coupe avec effectivement une couleur. Et ça, vous pouvez le régler dans les styles. C'est pas un souci. Mais néanmoins, pour faire du hachurage, ouais, il n'y a que Scalp aujourd'hui que je connaisse qui fasse ça. Anne-Caroline, USD, intégrable aussi dans SketchUp 2023. Non, l'USD, c'est à partir de la 2024. Donc 2024-2025. Et encore une fois, si vous êtes abonné et que vous avez une 2023, vous pouvez installer une 2024 ou une 2025. Perd-on des données quand on passe de SketchUp 2022 à 2025? Non, on ne perd pas de données quand on passe de SketchUp 2022 à 2025. Daniel, relation entre SketchUp et l'impression 3D. Plus en l'occurrence, notion de volume enveloppe. Pour l'instant, le nettoyage des volumes est fastidieux. Alors ça, c'est assez pointu, Daniel. Faites plutôt un mail à Sophie à la rigueur. Et puis on traitera ça un peu à part, parce que c'est quand même des choses un peu... Répondre à ça directement ici. Il y a des outils pour faire de l'optimisation, comme CleanUp. Il y a Fixit aussi. Il y a plein d'outils comme ça qui permettent déjà de cleaner la géométrie avant de pouvoir passer à l'étape effectivement de génération du STL et d'envoi vers une imprimante 3D, etc. Ce n'est pas un domaine que je côtoie couramment. On va dire que j'ai des bases, donc on va peut-être en discuter. Ta, ta, ta. Je regarde si on a loupé des trucs, mais j'ai pas l'impression. Ça, c'est bon. Ah, projet 2022 sur 2025. Attends, ça a switché, quelqu'un a mis une autre question. Alors, projet 2022, question de jeunesse sur 2025. Où retrouver les calques initiaux? Bah, c'est simple. En 2025, ça s'appelle étiquette. Je sais que ça plaira pas à tout le monde. C'est comme ça s'appelle étiquette. Je préfère le terme calque aussi, hein. J'ai milité pour ça, mais j'ai pas eu gain de cause. À quand la suppression des demandes de mots de passe, même en cours d'utilisation? Si on C'est le parle du MFA. Trimble, Ouais. si on parle du Trimble ID, ça c'est. Je- Des fois, je peux paraître un peu rude. Alors, quand moi je me connecte, et moi je travaille chez Trimble, alors je peux vous dire que Sophie, elle est témoin. Pour travailler dans l'équipe SketchUp, quand on travaille chez Trimble, on a des notions de sécurité qui sont des fois un peu pénibles. D'accord? Et pourtant, quand j'utilise SketchUp, si je me connecte une fois par mois maximum, c'est déjà, ça va. C'est très rare quand même. Mais tu penses que c'est le Alors, MFA, non? non, c'est pas une question d'MFA. La plupart du temps, c'est qu'il y a une sécurité au niveau du réseau, au niveau du pare-feu ou quoi que ce soit qui fait que la SketchUp, quand il se lance, ne détecte pas l'activation. Il doit le détecter tous les 28 jours, hein. Il ne détecte pas l'activation et il redemande une connexion au Trimble ID. Et c'est pas forcément du fait de Trimble.
Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut pousser en termes de recherche, Pierre, mais notamment peut-être demander au support technique pour voir avec eux en rentrant un petit formulaire. Parce que clairement, c'est pas forcément tout le temps du côté de SketchUp ce genre de problématique-là. Et enfin, moi, en tout cas, pour mes utilisateurs avec qui je travaille, c'est souvent un réglage au niveau du réseau qui crée des problèmes. Alors, suite de la question de Dominique, suite de ma question, pour ouvrir plusieurs modèles, vous êtes obligé d'ouvrir plusieurs fois SketchUp ou de fermer celui en cours pour en ouvrir un autre. Et il a mis Alors, une suite ça, en ça, bas. ouais, ça Euh, veut dire que Dominique, il est sur PC. Alors, sur Mac, on ouvre un seul SketchUp et on a plusieurs fichiers ouverts. Sur PC, on ouvre plusieurs instances de SketchUp. C'est comme ça, c'est les guidelines du logiciel, du système. On peut pas faire autrement. Après, je ok. dis pas que ça ne sera pas modifié dans le futur. Peut-être qu'on trouvera une solution en recodant un truc, peut-être. Mais en tout cas, aujourd'hui, non, il n'y a pas d'autre solution. On ouvre deux SketchUp. Alors que sur Mac, on ouvre un SketchUp et deux fichiers. Enfin, deux fichiers ou autant de fichiers qu'on veut. Ok. Euh, Skype ne fonctionne pas encore avec la version de 2025, je crois. Merci, merci Jean-Fabrice pour la remarque. Peut-être que Skype ne fonctionne pas encore avec la 2025. J'ai pas vérifié pour être honnête. Je suis pas utilisateur du logiciel, je le dis. Pour prendre une seule fois, est-ce que je peux autant de fichiers? Alors, Euh, pour prendre un autre logiciel, j'ouvre une seule fois AutoCAD et je peux ouvrir autant de fichiers que je le souhaite. Ouais, parce qu'il y a une notion de tab. Ouais, c'est comme dans Mac. Ouais, bref, et la c'est prévu question, comme ça. Oui. pardon Dis-moi. Stéphane, après je pensais on va peut-être s'arrêter. Il y a la question de Daniel aussi sur l'impression 3D. Mhm. La première question qui est en haut de la liste, qui reste. Ben, relation entre SketchUp et l'impression 3D, Prusa en l'occurrence, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ce que je lui disais tout à l'heure d'envoyer un mail. Ah pardon, c'était celle-là. Excuse-moi, Ouais. j'ai perdu le fil. Ok. Impossible certaines fois de réouvrir SketchUp avec la même licence On sur va un autre peut-être traiter profil. ça par mail aussi parce que Ah, ça a l'air. ouais, mais Ouais. Pierre, c'est une bonne remarque parce qu'il il a Ah, précisé, Pierre, entre parenthèses, VPN. On va même pas AVPN. chercher, on va même pas chercher plus loin. Là, c'est sûr, c'est ticket au support technique. On formalise le truc et on vérifie. Parce que clairement, c'est sûr que là, il y a un loup. C'est pas normal. Pour tous les gens qui ont ce problème-là, c'est pas normal que SketchUp vous demande plusieurs fois par semaine de vous connecter, hein. SketchUp, il fait un check de connexion tous les 28 jours. D'accord? Normalement, une fois par mois, en gros, vous avez une connexion à faire. Mais c'est une fois par mois. S'il vous demande plusieurs fois par semaine, c'est qu'il y a un souci. Alors, ça peut être du côté de Trimble, voilà. Mais d'expérience, je vous le dis, d'expérience, c'est souvent lié à un VPN, des proxys, des réglages de firewall, etc. C'est toujours la même chose, quoi. Les notions de sécurité, tout ça, c'est toujours un bazar. Donc, il faut juste trouver en fait ce qui se passe et ce qui fait que ça revient. Mais normalement, il n'y a pas de souci. Ouais, il doit y avoir des limitations du réseau. Ouais, il faudra le regarder avec le support. Ouais. Euh, Vous avez, ouais, Pierre, j'ai vu que vous aviez envoyé des mails. Je vous répondrai. Il y a qu'avec SketchUp, je vous répondrai à part parce qu'on va pas. On a pris le point et on a l'historique là. C'est pour ça que sur les questions, c'est bien d'avoir les questions dans le panel de questions pour pouvoir récupérer tout cet historique. Euh, Il y a quand même une question dans les discussions d'Aline, ça aussi je vais le préciser. Vas-y. Aline qui dit bonjour, j'ai le logiciel Enscape actuellement en 2024. Extension migration permet de le retrouver dans le SketchUp 2025 ou ai-je une manipulation particulière à réaliser? Ça, c'est une extension particulière. Enscape, c'est site Enscape, téléchargement d'Enscape, installation d'Enscape. Vous ne pourrez pas le migrer. D'accord? Ça, je suis clair et net. Un logiciel de rendu, ça ne se migre pas. Un logiciel de rendu, ça s'installe. Donc, il faut attendre que Enscape soit effectivement compatible avec la 2025 pour pouvoir l'installer. Mais ça, encore une fois, de ce que j'ai vu là sur les sites qui tournent sur les forums et des retours qu'on a nous au niveau de l'équipe, ça devrait pas tarder. Cette année, ils ont l'air d'être plutôt réactifs. Donc, normalement, c'est une question de jours maximum. Ah, c'est reparti dans le chat. Passe. D'ailleurs, il y avait Serge qui avait répondu. Non, c'était Aline aussi, je crois. Je sais plus. Enfin, quelqu'un a Corentin. Ouais, mais répondu. il y a plein de gens qui Corentin, répondent ouais. dans le chat, c'est bien, mais c'est un peu dur de suivre dans le chat. Ouais, dans le chat, c'est plus difficile quand vous posez des questions. Faites-le plutôt, effectivement, dans le panel questions, c'est plus simple. Il y avait une question sur la passerelle avec Archicad de Riyad. Ça, c'est peut-être un. Je te laisse répondre rapidement, Stéphane. Je regarde juste les questions, c'est bien parce que Corentin, il a l'air au taquet aussi. Donc, Oui, il a répondu à pas mal de choses. il a l'air de dire que j'ai plutôt raison, c'est bien. Les quadros, C'est bien.
les quadros, effectivement, c'est Peut des être cartes qui d'accord peuvent avec être Stéphane. extrêmes. Non, non, pas forcément, mais c'est sur les cartes graphiques, c'est un sujet un peu compliqué. Les quadros, c'est des cartes qui peuvent être très très chères pour franchement pas grand-chose de différent par rapport à une carte gamer. Une 4060, c'est super abordable aujourd'hui. Encore une fois, dans un ordinateur portable, on parle de 1 200 € portable, tout compris, hein. Et un portable qui est correct, hein, avec 16 Go de RAM, un SSD et tout, quoi. Euh, et le SSD du NVMe la plupart du temps en plus. Quand j'ai parlé de 3 000 €, je parle pour les gens qui ont un budget. Vous pouvez acheter une RTX 5090 si vous la trouvez, en bien vous fasse, parce qu'elle est quasiment indisponible. Et elle vaut 3 000 € juste la carte. D'accord? Vous pouvez très bien le faire. Mais la différence, elle sera pas énormissime par rapport à d'autres cartes. Voilà. Par contre, sur les logiciels de rendu type VRAY qui utilisent les techno RTX, là, oui, il y a 32 Go de VRAM, etc. Donc, en fait, c'est élastique. Le système de cartes graphiques, le marché des cartes graphiques, c'est quelque chose qui est pas forcément compliqué à comprendre quand on rentre un petit peu dedans. Mais voilà, aujourd'hui, une RTX 4060, moi, je pense que c'est le minimum requis pour pouvoir travailler confortablement dans un logiciel. Voilà. Et avec ça, vous serez tranquille, hein. C'est pas une carte qui est pas fiable ou quoi que ce soit, c'est une carte qui est fiable, ça marche très bien. Ça sert pour faire du gaming, bon, ça sert forcément pour faire de la 3D, parce que je rappelle que les jeux vidéo sont en 3D. Donc oui, jeux vidéo, faut pas avoir peur, hein. Ça veut pas dire que si vous êtes parent comme moi, votre enfant va se jeter sur votre ordinateur pour jouer. Ça veut juste dire que la carte, elle est capable de supporter de la 3D, c'est tout. D'accord? Donc voilà, il n'y a pas de peur à avoir lié à ça. Et oui, comme le dit Corentin, une RTX 4060 aujourd'hui, si vous l'achetez sur un ordinateur fixe, on parle d'une carte qui va peut-être valoir 300, 400 €, donc c'est pas non plus énormissime, quoi. Ok, Stéphane, il va falloir qu'on s'arrête. Ouais, moi j'aime bien papoter, mais oui, il y a un moment, il faut qu'on arrête. Merci en tout cas à tous. N'hésitez pas, vous avez le mail si jamais vous avez d'autres questions. On essaiera d'y répondre. Enfin, on y répondra. Vous avez vu qu'on a pris le temps. Enfin, Stéphane a pris le temps. Moi, j'ai rien fait. Merci à tous encore une fois. Et puis, on essaiera d'organiser des webinaires. Donc, restez connectés par vos partenaires revendeurs qui auront l'habitude de vous transmettre ces informations. Voilà. Et si Et vous avez des inscrivez-vous suggestions, nombreux sur le channel YouTube et sur le groupe Facebook, s'il vous voilà. plaît. Et Ça si vous fait avez plein de des coups. suggestions, n'hésitez pas de webinaires de thématiques, ça peut être intéressant aussi. Tout à fait. Merci et bonne journée à Merci à tous. vous. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.